Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer ce colloque numéro 29, engagement des Québécois et des Québécoises en sciences pratiques multiformes, un colloque du congrès de l'ACFAS, organisé par le bureau du scientifique en chef du Québec. Alors, je m'appelle Julie Dirvimer, je suis la conseillère principale Relations, sciences et sociétés au bureau du scientifique en chef du Québec. Alors, c'est une journée historique, première journée de la première édition virtuelle du congrès de l'ACFAS, mais ce n'est pas notre première expérience sur Zoom, hein, évidemment. Alors, pour les personnes, les participantes, les participants, je vais juste faire un petit point là, rapide sur la façon dont on va fonctionner. Il est possible qu'on soit nombreux aujourd'hui, il est possible qu'il y ait des gens qui rentrent, des gens qui sortent, etc. Donc, par défaut, on a désactivé les micros des participantes et des participants, mais par contre, quand il y aura des périodes de questions, vous pourrez lever la main, prendre la parole. En fait, vous aurez simplement à réactiver votre micro pour prendre la parole. D'ailleurs, pour prendre la parole, on a une petite boîte d'outils en bas au centre de notre écran. Hein, pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, il y a le petit outil main levée. Là, la petite main ici, vous pouvez cliquer là-dessus pour prendre la parole. Et aussi, je vous invite à utiliser la petite boîte discussion. C'est le petit phylactère, la petite bulle ici. Simplement, comme je ne sais pas combien de personnes on va être, c'est encore un peu le mystère avec le virtuel. Donc, si on n'est pas capable de donner la parole à tout le monde ou quoi, vraiment utiliser cet espace-là pour partager vos ressources, vos hyperliens, vos commentaires, même pendant que les panélistes parlent. Hein. L'idée, c'est que les panélistes vont regarder cette zone de clavardage-là, les participants aussi. Donc, n'hésitez pas. Là, je vois déjà qu'il y a déjà des petites questions et tout. C'est parfait. C'est fait pour ça. S'il y a un problème technique, sachez que l'ACFAS a mis en place un service de soutien pour nous. Donc, il y a un petit numéro de téléphone, il y a un courriel sur lequel qu'on peut utiliser. En fait, Gabriel, notre précieux soutien technique, voilà, ça nous a affiché les petites coordonnées dans la zone de clavardage. Je voulais aussi vous préciser que le colloque était enregistré, que vous soyez informés de cela. Et puis, je voulais vous préciser la façon dont ça va, en gros, là, la façon dont on a construit le colloque. Le matin, on va présenter les projets qui ont été financés dans le cadre de la première édition du programme engagement. Le programme engagement qui est un programme pilote de sciences participatives des fonds de recherche du Québec. Et en après-midi, on va vous présenter les grandes lignes de la nouvelle édition du programme engagement à laquelle on a apporté quelques modifications. Et donc, ce programme-là qui va être officiellement lancé à la fin mai. Et puis, à travers ça, on aura des panels qui vont aborder, je dirais, certains des nombreux enjeux que les sciences participatives peuvent poser aux communautés ou au milieu académique. Donc voilà, sans plus tarder, je passerai la parole à Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, hein, qui porte avec, je dois dire, beaucoup de conviction ce dossier depuis plusieurs années. Rémi, c'est à toi. Merci, merci Julie. Très heureux d'être avec vous tous et toutes ce matin. Tout d'abord, merci à Julie, à toute l'équipe là pour l'organisation. Toujours beaucoup de travail. Merci aussi à notre collègue et amie française, là, Florence, qui va nous écouter pendant la journée et qui va, en fin de journée, nous critiquer, voir comment on pourrait faire mieux dans le futur. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Florence. Là. Et c'est un plaisir de vous voir sur mon écran, là. Et j'ai la chance de voir Yves Brun, là, avec son minou, qui, ça donne une image assez particulière. C'est intéressant de voir ça. Ça fait différent des Zooms habituels. Donc, tout ce qui est science et société, là, je vois le Yves, le vrai Yves, mais... OK. Donc, tout ce qui touche science et société depuis plusieurs années, pour moi, c'est une partie de mon mandat qui m'intéresse beaucoup et on essaie de développer différents types d'activités pour s'assurer que nos chercheurs sont davantage en lien avec la société civile, si on veut, et aussi avec les élus. Donc, on a développé des programmes comme le programme Audace, où dans certains cas, il peut y avoir une participation citoyenne. Le programme Dialogue pour essayer d'inciter les chercheurs, les étudiants-chercheurs à intervenir davantage sur la place publique, à discuter avec nos concitoyens. Donc, aussi un programme récent,
Le programme engagement que Julie a travaillé depuis une couple d'années maintenant, beaucoup de travail. Et là aussi, c'est encore en évolution. Vous allez en discuter aujourd'hui. Vous allez voir où on est rendu dans tout ça. Mais un programme très important pour nous. Récemment, avec la pandémie, on a aussi différentes activités comme le programme que Julie a mis sur pied aussi, COVID Art, où là, on met l'art et la science ensemble. Et ça a permis de développer un réseau d'art public au Québec, dans différentes municipalités. Par la suite, les fonds de nature et technologie, société culture ont développé le programme PRISM, qui aussi, là, c'est de marier l'art et la science. On veut faire davantage l'impact, par exemple, de la pandémie sur les femmes enceintes. C'est un autre programme qu'on a développé. Donc, tout ce qui est en lien avec la méthode scientifique. L'objectif ici n'est pas nécessairement, là, par exemple, dans le programme engagement, d'avoir des résultats de recherche que l'on va pouvoir publier quelque part, mais plutôt d'initier nos collègues, nos concitoyens à mieux comprendre la méthode scientifique. Et on a vu pendant la pandémie, très important, ce n'est pas nécessairement le résultat du jour. Donc, le premier appel à projet avait été très populaire, beaucoup plus qu'on aurait pensé, près de 150 lettres d'intention. Par la suite, différents types d'évaluations pour, en bout de ligne, supporter quelques projets. Aujourd'hui, vous allez voir, là, avoir un peu une idée de ce que ça peut avoir donné jusqu'à date, ce type de programmation et de projet-là. Et on espère que lorsqu'on va relancer le programme dans quelques semaines, la nouvelle approche va peut-être être un peu plus facile à comprendre là, pour nos citoyens en vue de favoriser là, vraiment la science participative. Donc, une bonne journée à tous et à toutes là, et on a bien hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Rémi. Donc, la façon dont on va fonctionner, on va présenter les projets par bloc, deux blocs de 3. Donc, il y aura 3 présentations à la suite. Puis après ces 3 présentations, il y aura un petit bloc de discussion puis de questions sur ces trois projets-là. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Peter Belland, qui est Collectif pour un Québec sans pauvreté, et Jeannie Houle de l'UQAM pour leur présentation. C'est à vous. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. On a préparé une petite présentation PowerPoint pour Peter et moi. Alors, donc Peter Belland et moi-même, nous sommes très heureux de vous présenter le projet Vers une société plus juste, développement et études de faisabilité d'une intervention visant à réduire les préjugés à l'égard des citoyens et des citoyennes recevant des prestations d'assistance sociale. Alors, c'est un titre qui diffère un peu de celui qui était originellement dans la demande de subvention, mais qui fait davantage consensus au sein de l'équipe et qui reflète mieux l'essence du travail que nous souhaitons mener ensemble. Donc, nous remercions les Fonds de recherche du Québec pour leur appui financier. Ouais, nous sommes les porte-parole d'une équipe beaucoup plus vaste et nous souhaitons saluer aujourd'hui parce que nous remercions pour leur contribution. Quelques membres de l'équipe sont d'ailleurs dans l'assistance aujourd'hui. L'équipe est composée de chercheurs universitaires de différentes disciplines, à savoir la psychologie, le communautaire, la sociologie, les politiques publiques et la communication. Nous avons aussi des représentants du milieu communautaire, dont l'organisme porte-parole Parole d'Exclus et le Collectif pour un Québec sans pauvreté, dont je fais partie. Nous avons aussi Nous sommes aussi 5 citoyens et citoyennes à faire partie de l'équipe. Au moment de la demande de subvention, nous étions 6, mais la pandémie a rendu très difficile la recherche à distance à cause de la facture numérique qui existe au Québec. Plusieurs personnes en situation de pauvreté n'ont pas accès à un ordinateur, à une caméra, un micro et n'ont pas les moyens de se payer la connexion Internet haute vitesse nécessaire pour participer à ces rencontres. Nous sommes donc 5 citoyens et citoyennes pour le moment. L'équipe se réunit régulièrement par Zoom. Les rencontres par Zoom sont loin d'être idéales pour traiter d'un sujet aussi sensible que les préjugés à l'égard des personnes qui reçoivent des prestations d'assurance sociale. C'est un sujet associé à beaucoup de souffrances chez les citoyens et citoyennes qui en sont victimes. Alors, je vais maintenant vous présenter le contexte de l'étude. Alors, les personnes qui vivent en situation de pauvreté ont une prévalence plus élevée de maladies physiques et mentales et une espérance de vie plus courte que celle de la population générale. Ces inégalités sociales de santé ne sont pas inévitables.
Elles sont causées par une répartition inégale de la richesse et des ressources à laquelle il est possible collectivement de remédier. Sur le plan éthique, les inégalités sociales de santé sont injustes et non respectueuses des droits sociaux. Et sur le plan économique, elles sont inacceptables compte tenu de notre richesse collective, des coûts de santé qui en découlent et du fait qu'elles privent la société de l'apport constructif d'une portion de la population. Les politiques publiques sont les outils les plus efficaces pour réduire les inégalités sociales de santé. Les programmes d'assistance sociale font partie du filet de sécurité dont le gouvernement du Québec s'est doté afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. En 2019, près de 300 000 ménages recevaient de l'aide financière de dernier recours par l'intermédiaire de ces programmes, donc l'aide sociale pour les personnes sans contraintes sévères à l'emploi et la solidarité sociale pour les personnes avec contraintes sévères. Cela représente 6 % de la population québécoise. Les programmes actuels d'assistance sociale accordent aux personnes seules un revenu correspondant à 51 % seulement de la mesure du panier de consommation, qui est un indicateur mesurant la pauvreté sous l'angle de la couverture des besoins de base, comme les vêtements, la nourriture, le logement et le transport. Cela nous apparaît inacceptable et nous ne sommes pas les seuls. Les avis d'experts dans le domaine, dont les directrices et les directeurs régionaux de santé publique, montrent que ces revenus trop faibles affectent gravement la santé physique et mentale des personnes et les enferment dans un cercle vicieux de pauvreté dont il est extrêmement difficile de sortir. Il est urgent de modifier ces politiques publiques afin qu'elles redistribuent plus équitablement les richesses, en augmentant notamment les montants des prestations pour couvrir au moins les besoins de base, tels qu'évalués par la mesure du panier de consommation. L'opinion publique, elle influence de manière importante les changements des politiques. Or, les personnes qui reçoivent des prestations d'assistance sociale sont le groupe le plus stigmatisé au Québec selon les résultats de 2 sondages récents. En 2015, une étude a montré que la moitié, 49 % des Québécois et des Québécoises affirment entretenir une opinion négative à l'égard des personnes recevant des prestations d'assistance sociale. C'est de loin la stigmatisation la plus importante d'un groupe social, bien avant la discrimination ethnique ou raciale. Une enquête menée en 2019 par Normand Landry, un membre de notre équipe d'ailleurs, va plus loin en montrant que les Québécois et les Québécoises ne sont prêts à donner en moyenne qu'environ la moitié de la mesure du panier de consommation aux personnes qui ont besoin d'assistance sociale. Ces données suggèrent qu'une proportion importante de la population ne perçoit pas le caractère injuste des prestations aussi faibles et n'appuie pas le changement nécessaire aux politiques publiques afin de réduire les inégalités sociales de santé. Les préjugés sont une prédisposition à réagir défavorablement à l'encontre d'une personne sur la base de son appartenance à une classe ou à une catégorie de personnes. Les préjugés à l'endroit des personnes qui reçoivent des prestations d'assistance sociale sont largement répandus au sein de la population québécoise. Ces préjugés font partie des causes fondamentales des inégalités sociales et ils sont également un obstacle majeur à une grande solidarité et à une transformation des politiques publiques vers une meilleure redistribution des richesses. Dans ce contexte, notre projet poursuit 2 objectifs. Développer une intervention visant à diminuer les préjugés à l'égard des personnes recevant des prestations et à augmenter l'appui à l'égard des améliorations aux politiques publiques. Et deuxièmement, évaluer la faisabilité de l'intervention, c'est-à-dire son acceptabilité, son implantation et son efficacité potentielle. Le projet se déroulera en 3 phases. Tout d'abord, nous allons développer notre intervention. Nous allons ensuite mener une étude de faisabilité et entreprendre des activités de mobilisation des connaissances. Alors, l'intervention comportera 3 séances de 90 minutes, idéalement dans un mode présentiel, mais sinon par Zoom dans un format synchrone. Nous combinerons des stratégies d'éducation. Nous allons fournir aux participants et aux participantes des faits tirés des statistiques officielles et de la recherche scientifique avec une stratégie de contact où les participants et les participantes pourront rencontrer plusieurs personnes recevant des prestations d'assistance sociale et constater la multitude des visages de la pauvreté. Cette combinaison de stratégies d'éducation et de contact a été démontrée la plus efficace dans le domaine de la lutte
contre la stigmatisation à l'endroit des personnes vivant avec des difficultés de santé mentale, mais n'a jamais été étudié en lien avec les personnes qui reçoivent des prestations d'assistance sociale. Chacune des séances sera facilitée par un quatuor formé d'un ou d'une chercheur et de 3 citoyens ou citoyennes recevant des prestations d'assistance sociale. Le ou la chercheur restera le même d'une séance à l'autre pour assurer une continuité, mais les citoyens et citoyennes changeront. Cette décision est motivée d'une part par notre désir de diminuer la charge de travail de chaque citoyen ou citoyenne à qui nous confierons le mandat de co-animer une seule rencontre, mais à 3 groupes différents. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi 3 groupes. D'autre part, cela va permettre de maximiser la diversité de témoignages auxquels les participants et les participantes à la formation auront accès, c'est-à-dire qu'ils rencontreront 9 personnes recevant des prestations d'assistance sociale au total. Cela devrait maximiser les effets de la stratégie de contact. Le fait d'être plusieurs citoyens et citoyennes devrait aussi favoriser le soutien entre pairs. Nous avons choisi de mener une étude de faisabilité dans un contexte naturel afin de répondre à la question « Est-ce que ça peut fonctionner ?» Il s'agit d'une première étape avant de réaliser une étude d'efficacité plus contrôlée. Nous allons évaluer 3 aspects de l'intervention. Tout d'abord, son acceptabilité, c'est-à-dire dans quelle mesure l'intervention est appréciée par les participants et les participantes et est considérée comme pertinente et utile. Ensuite, nous allons évaluer son implantation en examinant le taux de participation et de rétention, les composantes qui n'auront pas été données comme prévu, l'expérience aussi des facilitateurs et des facilitatrices. Enfin, nous allons explorer un peu les effets de l'intervention en vérifiant si les préjugés et les perceptions des participants et des participantes à l'égard des politiques publiques vont changer de manière significative entre le pré- et le post-test, puis si ces changements seront maintenus 4 mois plus tard. En ce qui concerne le recrutement des participants, nous souhaitons établir un partenariat avec 3 sites différents. Nous visons recruter 3 groupes de participants et participantes par site en fonction de la position sociale de ces personnes, parce que des études antérieures ont montré que les préjugés variaient selon le statut socio-économique. Ça nous donnera un échantillon total de 72 à 108 participants. Dans la demande de subvention, nous avions l'intention de mener l'étude dans 3 CIUS, mais depuis la pandémie, il n'est plus trop possible de faire ce genre d'études avec les CIS et les CIUS. Alors, nous pensons réorienter notre recrutement vers les cégeps. Nous pourrions aussi recruter des groupes variés au plan socio-économique futur, donc des étudiants inscrits dans des programmes plus techniques, des étudiants inscrits dans un volet vers l'université. Ça reste à voir par contre. On n'a pas encore décidé. Pour donner les interventions, nous allons former 3 équipes de facilitateurs et de facilitatrices. Une par site. Chaque équipe sera composée d'un ou d'une chercheuse et de 9 citoyens ou citoyennes qui se rallieront pour co-animer l'intervention telle que précisée précédemment. Une formation de 2 jours sera offerte pour bien préparer les citoyens. Un débriefing de groupe sera réalisé après chacune des séances pour savoir comment ça s'est passé et offrir un soutien aux besoins. Nous allons être très vigilants pour bien accompagner les citoyens et citoyennes qui pourraient trouver cela difficile d'être confrontés aux préjugés des participants. En plus de la rédaction d'articles scientifiques et la participation à des conférences, nous avons prévu développer des outils de mobilisation des connaissances tels que des capsules vidéo et des fiches synthèse. Des webinaires seront aussi organisés en collaboration avec nos différents partenaires. Le matériel de facilitation de l'intervention sera rendu accessible par l'intermédiaire du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce partenaire sera un utilisateur de connaissances important puisqu'il a le rôle de conseiller le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en matière de lutte à la pauvreté. Donc, si les résultats sont prometteurs, nous préparons une demande de subvention afin d'évaluer l'intervention à l'aide d'un essai randomisé contrôlé. Au terme de cette recherche, nous espérons avoir augmenté la littératie scientifique de plusieurs personnes en situation de défavorisation socio-économique, avoir formé des pairs chercheurs expérimentés qui pourront faire partie de d'autres équipes de recherche et ainsi influencer les agendas de recherche sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Nous aurons aussi, on l'espère, développé une intervention efficace de lutte aux préjugés qui pourra être diffusée largement et implantée dans d'autres milieux. Et ainsi, nous aurons ajouté une petite contribution pour tendre vers une société plus juste. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présentation. Bravo. Vraiment, on voit la préparation et la maturité de ce projet-là. Moi, j'ai déjà des questions personnellement. Peut-être que vous en avez déjà. On se les note, on se les garde pour la période d'échange tout à l'heure. Je vais donner la parole maintenant à
Andréane Côté, du CIUS Nord de Lille, Chantal Grenier du Théâtre Exaltant, Mélanie Vachon de l'UQAM et Maude Gendron-Lanlevin de l'UQAM pour la prochaine présentation. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Finalement, êtes-vous prête? OK, bonjour. Désolée, je viens d'activer mon micro. Je vais partager mon écran. Oui. Juste un instant. OK, on va mettre ça ici. OK, ça ne sera pas tellement long. Oui, alors pour cette présentation, oui, c'est beau, oui, c'est beau. OK. Donc, je vais juste essayer de me mettre en mode diaporama. OK, donc voilà. Donc, vous avez bien accès à mon écran? Tout va bien? Tout fonctionne? Est-ce que tout fonctionne? Oui, très bien. Très bien. Parfait, c'est bon, merci. Donc, bonjour, je suis Mélanie Vachon, je suis professeure au département de psychologie de l'UQAM. C'est moi aujourd'hui qui va prendre la parole pour vous présenter notre projet intitulé « S'engager à lever les tabous sur les soins palliatifs par l'art théâtral », donc la mise en place du laboratoire créatif sur la fin de vie. Donc, bien entendu, je suis loin d'être seule dans ce beau projet-là. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Andréane Côté, qui est en fait l'idéatrice du projet. Andréane est médecin en soins palliatifs. Puis de Maude Gendron-Langevin, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. De Chantal Grenier, donc qui est notre co-porteuse citoyenne, qui est aussi autrice et dramaturge, puis qui travaille dans le fond avec l'organisme communautaire, là, qui est directrice du Théâtre Exaltant. Donc, je salue aussi la contribution de Charlotte Mouron, là, qui est notre coordonnatrice de recherche, puis de plusieurs assistants qui ont prêté main forte au projet depuis le début. Je vous ai mis ici là, un aperçu de nos principaux collaborateurs, puis le Théâtre Exaltant là, était notre principal partenaire. Donc, puisqu'on parle de théâtre, donc je vais vous présenter un peu le programme de ma présentation. Donc, je vais tout d'abord parler un petit peu en première scène là, de la problématique des soins palliatifs, ce qui va m'amener à vous présenter là, les objectifs de notre projet, les étapes de réalisation, puis la méthodologie. Puis ensuite de ça, là, vous présenter qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'ici, puis vous présenter des résultats préliminaires, puis vous indiquer ce qui s'en vient pour la suite. Donc, la problématique, on sait que maintenant, la loi québécoise concernant les soins de fin de vie, donc qui est en vigueur depuis 2015, précise le droit aux soins palliatifs de qualité pour tous en temps opportun. Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Bien, c'est des soins qui sont actifs et globaux, dont le but principal est de soulager la souffrance physique, psychologique, sociale, existentielle des personnes en fin de vie. Non, en fait, des personnes atteintes d'un pronostic, atteintes d'une maladie à pronostic réservé, du diagnostic jusqu'au décès. Puis, les soins palliatifs visent aussi l'accompagnement des proches de ces personnes-là jusque dans le processus de deuil. Donc, c'est vraiment des soins globaux qui couvrent tout le parcours de la maladie. Je précise juste ici que les soins palliatifs se distinguent des soins de fin de vie. Les soins de fin de vie incluent l'aide médicale à mourir, mais bon, de plus en plus, là, on tend à une harmonie là, dans ces soins-là. Donc, pourtant, même si on aurait tous droit à des soins palliatifs de qualité, on réalise là, à ce jour que de nombreux malades décèdent sans avoir eu accès aux soins palliatifs dont ils auraient eu besoin. Pourquoi? Eh bien, notamment, le premier facteur, les méconnaissances, les appréhensions, les incompréhensions, les mythes et les tabous relatifs aux soins palliatifs. Je vous donne un exemple d'un mythe qui est très, très, très persistant, non seulement chez les patients, chez les proches, dans la population générale, mais même dans la population de professionnels de la santé qui sont non spécialisés en soins palliatifs. Donc, plusieurs partagent la croyance que les soins palliatifs sont bons uniquement à la toute fin de vie, donc dans les dernières heures ou les derniers jours même précédant le décès, alors que c'est faux. Les soins palliatifs sont pertinents dès le moment où on a un diagnostic d'une maladie dont le pronostic est réservé,
Puis, il y a plusieurs études donc, qui démontrent que les soins palliatifs, donc l'intégration précoce des soins palliatifs, augmente la qualité de vie des patients et des familles et, dans plusieurs cas, va même améliorer le pronostic parce que les gens, notamment, sont plus confortables et ont leurs symptômes de maladie contrôlés. Donc, tout ça, donc devant ce constat-là, donc c'est Andréane Côté là, qui est médecin en soins palliatifs, mais qui enseigne aussi, donc qui forme les résidents en médecine. Tout ça nous a amené donc à la nécessité de jeter un nouvel éclairage sur les soins palliatifs, d'ouvrir un espace de dialogue où on peut démystifier les soins palliatifs, mais de manière peut-être pas trop frontale, mais de manière artistique. Donc, on a eu recours à l'art. Donc, un dialogue qui permet de démystifier tout ça. Donc, nos objectifs précis, co-construire, produire et diffuser une œuvre théâtrale sur l'approche des soins palliatifs à partir des savoirs scientifiques et expérientiels sur le sujet, dans le but d'éduquer et de sensibiliser les citoyens et les professionnels de la santé non spécialisés, co-construire avec notre public une meilleure compréhension de la nature des appréhensions, des incompréhensions, des tabous et des mythes relatifs aux soins palliatifs, tout en identifiant aussi les obstacles et ou les incitatifs à leur déploiement. Puis, dans le fond, je pense qu'on a tous aussi l'objectif, à travers tout ça, de susciter, oui, des discussions citoyennes, mais aussi des discussions intimes et familiales. Donc, que les gens qui participent à notre projet en viennent, par exemple, à discuter de leurs choix par rapport à leurs soins de fin de vie, qui puissent faire, par exemple, des directives médicales anticipées, etc. Donc, on a eu recours essentiellement aux méthodes de recherche basées sur l'art et bien sûr à la recherche participative, et ce, avec une double intention. Hein. Notre première intention, d'abord, c'est de toucher les gens avec le sujet qui nous touche, nous-mêmes aussi, et de les faire réfléchir. Donc, scène 3, quelles sont nos étapes de réalisation? Donc, il faut savoir que ce projet-là avait prévu avant la subvention engagement. Donc, on avait déjà engagé là, une phase 1, dont le but était de produire un premier texte pour l'œuvre théâtrale. Puis ensuite de ça, la phase 2, qui est supportée par le programme engagement, nous permettait de co-créer l'œuvre complète par la mise en place du laboratoire créatif sur la fin de vie dans lequel on va inviter des citoyens. Ouvrir, c'est ça. Donc, notre laboratoire et cueillir les données. Ensuite de ça, diffuser la pièce, cueillir, analyser des données encore, puis bilan, conclusion de la démarche. Donc, ici, je nous ai fait un petit schéma pour voir plus précisément les étapes de réalisation. Je vous parle d'abord de la phase 1 qui est complétée maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a mis notre autrice dramaturge, Chantal Grenier, au contact, donc qui n'avait pas de connaissances en soins palliatifs auparavant. On l'a mis au contact de l'univers des soins palliatifs, notamment en lui permettant d'avoir accès au verbatim de 3 études principales qui avaient été réalisées sur l'expérience de la transition des soins curatifs aux soins palliatifs. Donc, ces 3 études principales, là, dont l'une pour laquelle j'avais été chercheur principale. Donc, on a fourni ces récits-là à Chantal. Elle a aussi accompagné Andréane Côté, qui est notre médecin, dans des journées de tournée. Elle est allée visiter des patients. Elle a même fait une résidence d'écriture, donc à la maison de soins palliatifs, la Source Bleue. Tous ces contacts-là, cette immersion-là, a permis à Chantal de produire un premier texte de la pièce qu'on a soumis à des focus groups de soignants en soins palliatifs, de proches aidants, donc des personnes qui avaient accompagné ou qui accompagnaient un proche en fin de vie. Puis, on a également soumis le premier scénario, le texte, à un patient en fin de vie. Par la suite, donc, on a recueilli leurs commentaires
qui ont été analysés par un processus qui s'appelle la distillation des données, donc qui est propre là, aux méthodologies basées sur l'art. Donc, c'est Maude Gendron-Langevin qui nous guide dans ces étapes-là. Puis, le texte a été adapté suite aux commentaires et on a fait un autre tour, donc avec les participants qui avaient accepté de donner leurs commentaires sur le projet, qui nous a permis, encore une fois, là, qui a permis à Chantal d'adapter le texte. Puis, ce premier texte-là a été soumis à une lecture publique, donc qui a eu lieu en novembre. Je prends le temps de vous dire ici que, donc, vous avez compris que parce qu'on travaille avec les arts vivants, les arts de la scène, on a été échaudés là, par la pandémie. Donc, on a réimaginé un autre scénario. Donc, les lectures publiques devaient avoir lieu là, dans 2 théâtres, un en région, un à Montréal. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une lecture publique en web diffusion, donc augmentée, avec un travail quand même de production artistique, donc la mise en lecture de la pièce, des répétitions avec 6 comédiens. On avait de la technique, du son, de l'éclairage, de la projection multimédia. Donc, voici un petit aperçu là, de notre lecture publique. Donc, il y a eu lieu samedi le 28 novembre. Notre pièce, d'ailleurs, suite à un long processus là, très intéressant, a été nommée « Si un jour je meurs ». Donc, on a eu près de 300 auditeurs en live quand on a diffusé la pièce. On a permis aux gens là, de visiter le lien là, pendant 24 heures. Donc, on a eu plus de 2000 vues. Près de 300 réponses donc, au sondage Line Survey post-représentation qu'on a fait. Et on a reçu énormément de commentaires qualitatifs, soit par courriel. Donc, on a vraiment maintenant là, donc, une page Facebook, puis un courriel où les gens peuvent nous écrire. Tout ça a quand même été analysé parce que c'était aussi pour nous là, une manière un peu de pré-tester notre questionnaire. Mais avant de vous parler des résultats qu'on a obtenus, ben, je vais vous présenter, là, c'est un petit, entre guillemets, teaser, là, c'est 3 minutes sur notre lecture publique. Donc, je vous présente ça. Ah, merde, j'ai oublié. Juste un instant, je vais aller faire un autre. Ah oui, OK, c'est parfait. Donc, je voulais juste être sûre que... Voilà, c'est parti. Et puis, j'ai vu le décès de Marcel, le père de mon amoureux, qui a attendu jusqu'à la fin une chimiothérapie qu'il n'a jamais reçue. Il s'était bercé d'illusions, plongé à fond dans son déni. Je me suis dit, me semble que c'est possible de faire mieux que ça. I saw it coming. I just thought that you should know I'm feeling better every day. J'ai pas d'affaires ici. Papa! J'ai jamais été malade de ma vie. Hé là, papa, quand même. Docteur Savaria m'a aussi parlé de soins de confort. Hein, on pourrait se dire qu'on fait ça en attendant que t'ailles mieux. Parce que là, t'es en oncologie ici, là. Tu bloques un lit. On va t'en faire, on bloque un lit. J'ai le droit d'être ici. C'est a priori un néo des ovaires métastatique, donc stade 4. Un néo, un cancer de l'ovaire. Stade 4. Sur une échelle de combien? 4. Je m'en retourne au club med de l'oncologie. Cancer? Ouais, pour l'instant, oui. Ah oui? Pour l'instant, vous êtes en voie de guérison? Oui. J'ai pas vraiment affaire ici, là. À l'hôpital, je veux dire. Je suis tannée, là, de me gérer, puis de gérer les autres, gérer l'information qui vient de l'hôpital, de gérer comment je pense que mes élèves vont se sentir. Hey, c'est pas de ma faute si tu peux pas être à l'hôpital, OK? Puis toi, t'es-tu à l'hôpital? Moi, j'habite loin, c'est pas pareil. Toi, t'es à côté. Tu sais, si j'étais là, je ferais tout ce que je peux pour que papa sorte Oui, de c'est là ça que je vite. fais, moi aussi. Tu sais, je m'assurais que les Jette-moi médecins pas ta font ce qu'il culpabilité faut. en pleine Hey, face on comme avait tu dit l'as fait qu'on avec parlait maman. plus du C'est décès juste de là, maman. là. Je suis en route pour aller la voir quand t'es morte. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je veux juste qu'on l'échappe pas avec papa. Je fais mon possible. Comme avec maman. Hey!
Je suis juste là. Le Memento Mori part de la philosophie médiévale issue du christianisme, traduite par « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'est joyeux. Comme une épée de Damoclès, finalement. Non, au contraire, comme une inspiration à vivre chaque jour pleinement. Les derniers moments débordent de vérité, de connexion profonde avec la personne. Il a fallu que je le vive à travers le départ de Marie pour comprendre ça. J'étais très sceptique au début avec Sacha, mais c'est possible de quitter dans une sorte de bien-être physique et mental, de préparer un moment qui cache un potentiel de beauté unique. Le paradis sera pas étanche, ça brillera jusqu'ici, ton absence, le paradis. Donc, pardonnez-moi, je vais juste passer. Okay, je m'excuse pour le petit problème technique. C'est drôle, là, je trouve ça dommage d'être devant mon écran en ce moment et de devoir continuer à parler tout ça. Il me semble que j'aurais aimé qu'on ait une période d'échange sur la capsule, mais bon, je vais continuer la présentation. Donc, suite à la lecture publique dont vous avez vu un extrait, donc on a eu une magnifique rétroaction. Donc, il y a eu une discussion virtuelle qui a eu lieu dans un échange entre Andréane Chantal, donc notre médecin, notre dramaturge, et un public restreint. Ensuite de ça, énormément de commentaires par courriel, notre sondage aussi qu'on a fait. Je vous donne une petite aperçu de notre échantillon, là, des gens qui ont complété notre sondage. Donc, une majorité de gens provenaient du domaine de la santé, pas nécessairement spécialisés en soins palliatifs, mais pour la plupart, oui, pour nous donner leurs commentaires. Donc, on avait aussi là, une bonne partie de la population plus générale, puis une partie des gens là, qui venaient aussi du domaine des arts. Je vous donne un petit aperçu du type de questions qu'on a posées dans notre sondage. Donc, par exemple, les connaissances sur les soins palliatifs rapportés par les participants, donc avant le visionnement, après le visionnement. Donc, on n'a pas fait de test statistique pour l'instant, là, mais on a simplement là, fait des analyses descriptives, mais quand même, on note qu'il y a une petite augmentation là, des connaissances perçues sur les soins palliatifs après le visionnement. Sinon, une majorité de personnes ont pensé que cette vidéo devrait être diffusée plus largement. Une majorité aussi pensait recommander cette vidéo-là à d'autres personnes, puis qui considéraient également le visionnement pertinent pour le grand public. Donc, ça m'amène finalement donc, à vous parler de l'étape à laquelle on est rendu maintenant. Suite à tous ces commentaires-là, puis on a reçu aussi des commentaires plus spécifiques sur des scènes en particulier que les gens ont particulièrement appréciées ou reçu également des suggestions là, pour bonifier un peu certaines scènes. Donc, on a adapté Chantal a adapté le texte encore une fois. Puis, donc, on est à l'étape maintenant d'installer concrètement et physiquement le laboratoire créatif sur la fin de vie pour faire des répétitions avec le texte amélioré en présence de publics ciblés où on va pouvoir réellement avoir des échanges avec les artistes, les créateurs, le public, les chercheurs autour des sujets qui sont touchés plus spécifiquement par la pièce. Puis, finalement, avec un autre travail là, de production artistique, de la mise en scène, des répétitions, du travail technique, la projection multimédia, la confection de décors, de costumes, etc., on va en venir à la pièce complète qui est notre objectif ultime là, avec la subvention engagement. Maintenant, on est à l'étape, dans le fond, de se trouver un lieu pour installer notre laboratoire créatif. On a constitué un dossier de presse dans lequel on présente la démarche, la pièce, puis on a envoyé ça, là, donc c'est surtout Chantal et Maud qui se sont occupés de cette étape-là, mais on a contacté plusieurs théâtres pour qu'ils nous fassent une petite place chez eux pour qu'on puisse installer notre laboratoire puis commencer à expérimenter un peu plus concrètement, là. Donc, voilà où on en est. Donc, je vous invite là, à visiter notre page Facebook puis à continuer de nous suivre, en fait, dans nos activités.
Merci beaucoup à toute l'équipe. On a vu l'élan d'émotion qu'a suscité votre travail là, dans la zone de clavardage. On va se garder quelques temps pour échanger là-dessus. Oui, ça va vous faire un grand plaisir. Vous en avez déjà beaucoup reçu. Pareil, j'ai plein de questions qui me popent dans la tête, mais on va faire la dernière présentation. Il y a déjà des mains levées. C'est une excellente nouvelle. On va pouvoir donner suite. Alors, la prochaine présentation va être faite par Marie Grandisson de l'Université Laval, qui a travaillé avec Cynthia Fauteux de la Clinique d'ergothérapie sociale de Québec, Julie Bergeron de l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec aussi. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Il nous fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le projet Force qui porte sur le renforcement des capacités des familles dont un enfant présente des besoins particuliers. Plus précisément, ce qu'on veut faire, c'est de co-développer et évaluer une offre de services en ergothérapie sociale. Donc, moi, c'est Marie Grandisson. Je suis professeure en ergothérapie à l'Université Laval. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée par deux coporteuses citoyennes, soit Cynthia Fauteux. Oui, bonjour. Donc, je suis la coordonnatrice clinique de la Clinique d'ergothérapie sociale de Québec. Donc, comme mission principale d'améliorer l'accessibilité des services. Merci. Puis, je suis aussi accompagnée de Julie Bergeron. Bonjour. Alors, moi, je suis conseillère en communication et développement à l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec, AISQ, organisme fondé en 1961, dont la mission est de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes qui présentent une déficience intellectuelle et de leurs proches, de veiller à leurs intérêts et au respect de leurs droits, ainsi que de créer ou de participer à la création de milieux de vie répondant à leurs besoins. Je suis aussi un parent d'une jeune fille de 12 ans qui vit avec la trisomie 21, alors doublement interpellée par le projet. Merci beaucoup. Puis il y a aussi Élise Milot, qui est professeure en travail social à l'Université Laval, puis qui s'intéresse au soutien aux familles, qui est avec nous dans ce projet-là. Alors, le plan de la présentation ne sera pas bien compliqué. En gros, on va vous présenter les questions qui nous ont interpellés puis qui nous ont amenés à travailler ensemble. Par la suite, on va vous parler des deux grandes phases du projet de recherche, puis on va conclure avec une petite conclusion et des remerciements. Alors, la première question qu'on s'est posée dans ce projet-là, c'est comment est-ce qu'on peut offrir des interventions en ergothérapie qui permettent d'outiller les parents à aider leurs enfants à développer leur plein potentiel. Donc, on cherche à savoir comment on peut développer une offre de service en ergothérapie qui permet de renforcer les capacités des familles dont un des enfants a des besoins particuliers. Donc, aider les parents à aider leurs enfants à développer leur plein potentiel. Donc, les écrits scientifiques qui nous indiquent que le coaching, les programmes d'activité sont efficaces pour aider les enfants. Puis, les interventions aussi données par les parents seraient aussi efficaces que celles données par un thérapeute. Parce qu'entre autres, ça permet une grande intensité d'intervention dans l'environnement naturel de l'enfant. Donc, c'est des éléments très significatifs pour l'efficacité des approches. Donc, c'est une belle piste pour nous à la clinique dans le développement d'une offre de service pour les familles avec des enfants à besoins particuliers. Oui, mais outiller les parents de la sorte, ça peut rapidement faire en sorte qu'ils se sentent surchargés, puis mettre aussi à l'épreuve un équilibre familial qui est souvent fragile. On dit que 62% des parents rapportent que la conciliation travail-famille représente une source de stress importante. Alors, on imagine facilement que cette conciliation-là est encore plus ardue pour les parents dont un enfant présente des besoins particuliers. Ces parents-là sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé physique et mentale. Ils sont souvent épuisés, stressés. Les parents ont à courir entre les différents rendez-vous, voir les spécialistes, se déplacer en clinique. Ils manquent souvent du travail. Puis après ça, c'est essayer dans le quotidien qui va vite, d'intégrer la petite demi-heure de pratique de ces activités-là recommandées dans une journée qui est déjà surchargée. Alors, c'est pas facile. Les parents sont déjà très occupés. Donc, on cherche donc à travailler ensemble pour trouver des solutions novatrices qui vont nous permettre, oui, d'outiller, mais sans créer de tempête à l'intérieur des familles. Donc, la deuxième question qui nous intéresse, c'est comment peut-on rendre ces interventions
accessible à une diversité de familles, peu importe le diagnostic ou l'absence aussi de diagnostic, peu importe le revenu familial, l'origine ethnique, la structure familiale ou qu'ils habitent en région ou en ville. Donc, c'est tout à fait cohérent avec la mission sociale de la clinique d'ergothérapie sociale qui vise à améliorer, comme je disais tantôt, l'accessibilité des services en ergo en mettant en place des projets communautaires pour faire face, entre autres, à des trous de service. Par contre, on est un organisme à but non lucratif, donc on a des frais fixes, on veut survivre. Donc, on veut voir comment on peut faire pour répondre aux besoins d'une diversité de familles, tout en proposant une offre de service viable pour la clinique à moyen ou long terme. Merci beaucoup. Donc, pour arriver à répondre à ces deux questions-là, on a proposé un projet de recherche-action participative. Donc, il y a deux principales phases au projet. Présentement, on est dans la phase 1, qui est la phase finalement de réflexion avant l'action en recherche participative. Donc, c'est la phase dans laquelle on essaie de co-développer l'offre de service qui va être implantée dans la deuxième phase par la clinique d'ergothérapie sociale, puis évaluée pour l'améliorer, puis valider quelles sont ses retombées. Alors, dans notre phase 1, la première étape qu'on a fait, c'est on a fait une cartographie qu'on a décidé d'appeler une cartographie des forces parce qu'on est conscient que c'est bien beau vouloir outiller sans surcharger, c'est bien beau vouloir offrir des services accessibles mais en même temps viables, mais on ne peut pas y arriver seul. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui existe déjà dans notre communauté puis sur lequel on pourrait miser puis qui pourrait être complémentaire finalement à une offre de services en ergothérapie sociale. Donc, s'il y a déjà des organismes qui offrent des belles capsules sur un sujet qu'on n'a pas besoin nécessairement d'en développer d'autres, on peut les entrer dans notre kit qu'on va dire, bon, ben si ce besoin-là arrive, ben on va référer les gens aux capsules qui existent déjà, on va référer les gens au service d'un organisme communautaire qui vont pouvoir les accompagner dans d'autres aspects, dans d'autres besoins. Donc, vraiment, on a voulu voir qu'est-ce qui était offert dans la province de Québec, puis après ça, dans la capitale nationale, qui est plus la région dans laquelle est implantée la clinique d'ergothérapie sociale, puis plus précisément les ressources au niveau local dans 2 quartiers dans lesquels la clinique d'ergothérapie sociale sont davantage implantées. Ceci dit, les connaissances finalement qu'on va avoir vont aller au-delà des quartiers de Limoilou puis de Duverger-les-Saules parce que vraiment, on regarde aussi qu'est-ce qui est accessible partout dans la province de Québec. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir être utiles également. Donc, après avoir identifié ces ressources-là avec nos coporteuses, on a finalement fait une analyse puis un classement en fonction de c'est quoi les forces finalement sur lesquelles on peut miser dans la communauté. Donc ici, c'est juste pour vous donner un aperçu. Là, il n'est pas terminé cette cartographie-là, mais pour l'instant, c'est un document Google Sheet finalement sur lequel on dit, bon, ben c'est quoi les forces qu'on peut miser? Ben on demande aux gens, c'est quoi vos besoins? C'est-tu du soutien financier pour payer, par exemple, des services? C'est-tu du prêt de matériel spécialisé dont vous avez besoin? De quoi vous avez besoin. Donc, selon le besoin, ben là, les gens vont dans le petit onglet dans le bas, cliquent, puis vont avoir accès aux ressources de la capitale nationale, aux ressources qui sont accessibles partout dans la province, tout ça. Donc, c'est de cette manière-là qu'on a construit notre cartographie pour l'instant. Notre deuxième étape dans la phase 1, c'est de faire des forums communautaires virtuels. Donc, nous aussi, là, on a été un peu ébranlés par la pandémie. C'était prévu être des forums d'une journée sur place avec beaucoup de gens qui étaient impliqués. On a dû s'adapter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux forums, un en après-midi puis un en soirée. Ils vont avoir lieu au mois de juin. Là, on arrive au recrutement très bientôt. Puis, dans ces forums-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer de rendre accessibles les connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà au niveau des interventions qui permettent d'outiller les familles? Puis, quelles initiatives inspirantes sont déjà disponibles dans la communauté? Donc, on va avoir des ergothérapeutes, puis des parents ou des proches d'enfants qui ont des besoins particuliers qui vont être là avec nous dans les forums. Puis, on va se diviser en sous-groupes homogènes dans un premier temps, donc les parents ensemble, les ergothérapeutes ensemble, puis ça, on a beaucoup hésité, mais avec la part de nos coporteuses citoyennes, entre autres, là, on voulait vraiment s'assurer que tout le monde soit à l'aise d'exprimer librement leur point de vue
dans notre première activité qui est prévue être un sabotage. Donc, c'est une activité qui est inspirée finalement du guide de recherche-action participative là, de Chevalier et ses collègues qui vise à créer là, la pire offre de service possible en ergothérapie sociale qui va certainement surcharger les familles puis qui ne sera pas efficace finalement au bout du compte pour renforcer les capacités des familles. Qu'est-ce que vous feriez? Donc, vraiment, là, on fait appel à la créativité des gens puis vraiment aller dans le pire scénario possible. Par la suite, on revient en grand groupe puis on partage toutes nos idées destructrices ensemble pour se contaminer finalement entre parents et ergothérapeutes, à quoi les parents ont pu penser, à quoi les ergothérapeutes ont pu penser. Et on s'en va encore en sous-groupe, mais cette fois-là hétérogène, donc les parents et les ergothérapeutes mélangés pour créer ensemble une offre de service qui est plutôt idéale. Donc, on s'inspire maintenant du scénario idéal. Donc, ce serait quoi une offre de service de rêve en ergothérapie sociale? Donc, bien sûr, c'est difficile d'accéder à cette offre de service de rêve-là, mais on pense qu'en misant sur les forces de la communauté avec notre cartographie qu'on a fait, ça va être possible. Puis, ce qu'on va faire aussi, c'est que dans le retour en grand groupe, on va regarder c'est quoi les éléments communs qui ressortent dans toutes les offres de services qui ont été développées par les sous-groupes. Puis ces éléments-là qui ressortent de manière très importante, bien, c'est sûr que ça va guider les choix qu'on va faire par la suite pour le co-développement de l'offre de service. Donc, on a très hâte là, d'arriver à nos forums virtuels. Puis la dernière étape de notre phase 1, c'est de faire un groupe de discussion avec les acteurs clés de la clinique d'ergothérapie sociale et les coporteuses du projet Force. Puis, dans ce groupe-là, on va encore une fois essayer de rendre accessibles les connaissances. Qu'est-ce qu'on sait déjà dans les écrits? Qu'est-ce qu'on a appris dans la première phase du projet aussi, dans le forum, dans la cartographie? Puis, on va co-construire ensemble le modèle logique, finalement, de l'offre de service qui sera implantée par la clinique d'ergothérapie sociale. Alors, je laisse à Cynthia. Oui, donc dans la phase 2, la clinique va mettre en place l'offre de services développée, puis on va l'offrir à 10 familles qui ont les critères suivants: avoir un enfant de 0 à 17 ans avec des besoins particuliers, la volonté d'être outillé pour aider l'enfant à développer son plein potentiel ou pour établir une routine de vie plus satisfaisante. Puis l'ensemble de ces 10 familles-là devrait représenter une diversité de situations. Après ça, l'équipe va nous accompagner pour évaluer le déploiement, l'amélioration continue de l'offre de service à l'aide d'une analyse forces, faiblesses, menaces et opportunités. Donc, par la suite, on veut aussi évaluer les effets de l'offre de service par des observations pré-post, entre autres sur la satisfaction des parents de leur routine familiale, le niveau de surcharge des parents et la participation des enfants aux activités de leur quotidien, donc avec les questionnaires ou les outils là, qui sont indiqués sur la diapo. En fait, en conclusion, on espère que vous comprenez mieux l'importance de développer des partenariats entre les citoyens et les chercheurs pour mieux servir les familles dont un enfant présente des besoins particuliers, pour les aider à aider leurs enfants sans s'oublier et sans se mettre trop de pression ou tenter de jouer le rôle du thérapeute. On croit que les professionnels comme les ergothérapeutes peuvent s'ajuster pour offrir des services efficaces, mais aussi respectueux du quotidien déjà chargé de ces familles-là. On espère que des services novateurs vont être développés à la clinique d'ergothérapie sociale de Québec, mais aussi que ce projet va inspirer d'autres professionnels, qu'ils soient en clinique privée, milieu hospitalier, centre de réadaptation, CLSC. Les familles ont besoin d'aide et pas juste celles dont un enfant a un diagnostic. Merci. Merci beaucoup, Julie. Alors, je passe rapidement les références, puis je tiens à remercier là, Sarah, Justine et Emmanuel qui sont dans le projet comme collaboratrices avec nous depuis le début. Puis, bien sûr, là, les fonds de recherche du Québec pour la subvention obtenue. On a aussi eu du soutien là, pour réussir à soumettre une bonne demande de subvention initialement de l'Institut universitaire en DI-TSA, que je remercie. Puis, pour maintenant dégager nos coporteuses citoyennes pour qu'elles puissent s'impliquer davantage dans le projet, ayant un rôle actif, puis que je ne sois pas gênée d'aller les solliciter pour de l'aide, pour passer du temps, pour travailler sur le projet. On a eu un petit soutien là, de l'équipe Participation sociale et Villes inclusives, qui est une équipe subventionnée FRQSC du CIRIS. Alors, je tiens à les remercier. Alors, merci.
Merci beaucoup à toutes. Justement, vous indiquiez période de questions. Oui, en effet, ça y est, on est arrivé à la période de questions. Je pense que vous avez toutes et tous envie d'échanger sur des présentations où on voit quand même des défis communs là, qui émergent. Alors, j'ai une première main levée de Peter Bellan. Je vous laisse la parole avec plaisir en activant votre micro avant. Voilà. Oui, c'est une erreur. Peut baisser ma main, s'il vous plaît. Oh, parfait. Mais par contre, j'ai une autre. Est-ce que j'ai une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Je sais qu'il y avait. Ah, voilà, Florence Bellin qui veut intervenir. Florence? Oui, merci pour tous ces projets. C'est vraiment intéressant. Puis on sent la passion et l'engagement. Je voulais savoir, est-ce que dans ces projets, quels sont les projets de publication après? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est pensé en amont ou ça sera vu après? Alors, qui voudrait répondre à ça? Bien, si vous voulez, dans le cadre du projet Vers une société plus juste, on a l'intention de publier les résultats de l'étude d'acceptabilité, de faisabilité. On a déjà fait ça pour d'autres interventions auparavant. Ça se publie quand même très bien. Donc, c'est vraiment cette publication-là en particulier qu'on a l'intention de faire. Je peux y aller également. Donc, pour nous, c'est sûr que sur le plan, donc, il y a probablement 2 articles qui sont prévus au minimum. Nous, d'abord, sur le plan méthodologique, il y a quand même quelque chose d'intéressant d'utiliser les méthodes de recherche basées par l'art pour vraiment ouvrir basées sur l'art pour ouvrir un dialogue. Donc, au niveau de la démarche méthodologique, puis en fait, de la présentation de résultats de recherche aussi via l'art. Donc, il y a un intérêt là. L'autre intérêt, c'est vraiment aussi, dans le fond, on va faire de nombreux focus groups tout au long de la démarche. On aura les questionnaires, peut-être éventuellement qu'on fera certains questionnaires pré- et post-présentation. Donc, tout ça va générer quand même des résultats de recherche qui vont avoir leur place pour publication, là, surtout dans des revues spécialisées dans notre domaine, là. Si je peux me permettre de compléter, nous aussi, c'est surtout au niveau des forums virtuels qu'on pense pouvoir publier un article par la suite, comment outiller sans surcharger les familles. Puis par la suite, lors de l'évaluation finalement de la mise en œuvre du service par la clinique d'ergothérapie sociale, on veut aussi aller publier les résultats. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que je ne vois pas de main levée, mais n'hésitez pas à intervenir de votre côté. Rémi. Oui, je ne voulais pas nécessairement intervenir. J'aimerais bien que d'autres participants, mais peut-être juste un commentaire. Merci pour les 3 présentations. C'était impressionnant. Et je dois dire, puis là, on pourrait voir comment nous, on pourrait peut-être travailler avec vous là-dessus, mais le lien avec les élus, avec les décideurs, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir des résultats intéressants. Il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Et vraiment, par exemple, ce que vous avez présenté, je pense que c'est Mélanie, tu as présenté ça à M. Dubé, la même chose, Peter et les collègues, ce que vous initiez, d'en parler à différents ministres, différents hauts fonctionnaires, parce que c'est un petit bout ce qu'on fait, nous, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça et on pourrait peut-être vous aider de ce côté-là. Mélanie? Si je peux me permettre de répondre, j'accueille votre offre de soutien avec énormément de bonheur parce que ça demeure difficile pour nous de faire notre place. Donc, même en lecture publique, on a envoyé beaucoup d'invitations, puis bon, au final, c'est beaucoup des gens qui ont à cœur, qui nous connaissent, donc qui ont à cœur de nous soutenir, qui sont là. On a la chance, nous, d'enseigner. Donc, on a accès à des bassins d'étudiants quand même importants. Donc, ils sont tout à fait ouverts à apprendre sur ça. Mais néanmoins, oui, ça demeure difficile pour nous, en tout cas dans notre cas, de s'installer dans un théâtre. Parce que le but ultime, c'est que ça soit vu par la population générale au final. Et 2, d'avoir une place plus importante sur le plan décisionnel, comme vous le dites. Donc, si vous êtes ouvert à ce qu'on se fasse un autre Zoom un jour avec votre équipe pour voir les stratégies d'influence, comment porter ça plus loin, nous, on sera prenants, c'est sûr. Mais je pense que c'est très important parce que très souvent, je pense qu'un peu les
les 3 projets que vous avez présentés. Je vois Peter Lamellevé, vous êtes souvent entre 2 ou 3 chaises, et par chaise, je parle de ministère. Donc, les gens se renvoient la balle. Ce n'est pas tout à fait à moi de m'occuper de ça. Et c'est toujours très, très difficile. On le comprend très bien dans ce qui a été présenté au début, la première présentation là, avec Janie et Peter. C'est très, très, très difficile. Là. C'est pour ça que des fois aussi, les personnes impliquées dans ce projet-là, là, il y a un certain malaise peut-être de certaines des personnes. Ben, ils se sont fait dire plein de choses très, très, très souvent. Puis à un moment donné, peut-être qu'ils se disent, ben oui, c'est une autre histoire, puis ça ne donnera rien. Là. Ce genre de scepticisme qui est là aussi. Peter? Ouais, moi, en tant que citoyen engagé, je trouve que les publications qui émaneront de notre recherche, moi, ce que je m'attends, c'est qu'ils servent à influencer les politiques publiques. Alors voilà, si on a un soutien à comprendre comment influencer les politiques publiques, ça serait super. Un excellent point à retenir aussi pour les suites à donner au programme engagement et à ce qui pourrait aussi être apporté là, comme autre service. C'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Là, je lance une dernière fois la balle avant une petite pause. Non, alors oui. J'aurais juste un commentaire, en fait. Je sais que nous, on a partagé notre page Facebook, mais moi, j'ai comme si les autres chercheurs, les autres équipes veulent rester en lien, notamment justement pour qu'on se donne des idées pour porter nos idées plus loin, pour comment recueillir, aller chercher des publics différents, s'installer, qu'on bénéficie des contacts. Je trouve qu'on devrait juste s'entraider pour la suite. Là. Donc, j'ouvre la porte à ça. Là. Et la porte est ouverte pour une communauté de pratique. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Je vous proposerais qu'on prenne une bonne dizaine de minutes de pause. On en a tous et toutes besoin. Alors, on se retrouve à 10h15 pour la deuxième. C'est ça, non, 10h15. Bravo tout le monde. C'est ça pour la deuxième. Et puis encore, vous n'avez pas vu la suite. Il y en a encore d'autres. On en a encore d'autres sous le pied. Alors, on se revoit dans 10 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va reprendre ce colloque sur le programme engagement et sur la science participative organisé par le Bureau du scientifique en chef du Québec. Alors, on a quelques nouvelles personnes avec nous. On va continuer donc avec les 3 prochaines présentations des 3 prochains projets qui ont été soutenus, qui ont reçu un soutien en fait du programme engagement. Et ensuite, après ces 3 présentations-là, on va avoir quelques questions, là, quelques moments pour que vous puissiez échanger. Alors, la première présentation va être donnée par Kevin Papati du Conseil Anishinaabe de Kitsisakik et Madeleine Gauthier de l'Université McGill. Alors, c'est à vous deux. On vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci vraiment de nous avoir invités. Kevin et moi, on est contents. Puis on est vraiment excités par les présentations aussi avant nous. Laissez-moi partager mon écran. C'est ici. Et je vais aller en mode présentation. Donc, qu'est-ce que tout le monde peut bien voir? Parfait. Super. Alors, nous, notre projet, ça s'appelle Unigum. Ça veut dire portage. C'est un projet qui se passe sur le territoire de la communauté Anishinaabe de Kitsisakik. L'équipe de recherche, c'est le co-chercheur Kevin Papati qui est avec nous ce matin. Moi-même, je suis une étudiante à la maîtrise à McGill dans le laboratoire à Catherine Potvin, qui est co-porteuse du projet, professeure Catherine Potvin. Et Daniel Lemieux, qui est coordonnateur à la mobilisation communautaire dans le Conseil Anishinaabe de Kitsisakik, qui va aussi être sur un panel plus tard aujourd'hui. On a aussi une collaboratrice très importante qui travaille avec nous, qui est professeure Suzy Basile de l'Université de l'UQAT, en fait, et un collaborateur dans une ONG qui s'appelle Progigraphe, qui est Danny Bisson, qui produit beaucoup de cartes et qui travaille avec nous en cartographie. Alors, la naissance du projet Unigum, c'est parti d'une observation initiale de Kevin, que les portages sont moins utilisés qu'avant et donc qu'il y a vraiment une disparition de ces portages-là. Puis quand on se promène sur le territoire, c'est une observation qu'il avait fait avec Catherine Potvin, professeure Catherine Potvin. Et de là aussi, Daniel est arrivé, puis
c'est de là qu'est née un peu de cette conjonction-là entre, bon, il y a une disparition des portages, puis d'autre part, il y a, Daniel, que sur le plan du secteur communautaire, bon, c'est une occasion peut-être d'inclure des jeunes, d'inclure des aînés, des coukoums puis des moukoums, pour aller sur le territoire, puis aller voir qu'est-ce qui se passe. Moi, quand j'ai visité Kitchisakik, avec Catherine aussi, il y avait l'idée de les humains lèguent une signature à leur territoire quand ils l'utilisent, puis il y a peut-être une signature écologique sur ces sites ancestraux-là. Puis il y avait aussi l'idée de développer un herbier Anishinaabe pour la communauté, pour les jeunes. Donc, avec tous ces objectifs-là de plein d'angles différents, c'est né un peu l'objectif général avec une approche participative avec la communauté de documenter la diversité bioculturelle des portages ancestraux. Juste pour vous donner une toute petite idée de c'est où qu'on fait le projet, c'est la zone en rouge sur la figure 1, on voit le Québec au complet. Donc, c'est dans ce qui est actuellement reconnu comme la réserve faunique de la Vérandrie. Mais si on regarde à droite, sur la figure 2, ça, c'est une carte des territoires de chasse ancestraux de plusieurs membres de la communauté. Donc, c'est là qu'on fait notre projet. Puis aussi, juste pour vous donner une brève idée de c'est quoi un portage, c'est une zone entre deux lacs, comme ça sur le petit cercle rouge, où est-ce qu'on va porter des canots quand on se promène en canot sur un territoire, ou des fois, ça peut être pour passer à côté des rapides. Donc, voilà. Kevin, je te laisse la parole avant qu'on discute de nos objectifs et de notre projet pour présenter un peu l'histoire du territoire. Ah, t'es encore sur mute. Ouais, c'est bon. Ah. Ouais, là, on t'entend, mais là, on ne te voit plus, malheureusement. OK. Ah, yes! Bon, mais Kitchisakik a un long historique, là. C'était une communauté qui n'a pas d'hydroélectricité et tout ça, mais il est né en fait sur le long des lacs, là, Kitchisakik. Historiquement, on voyageait des territoires de trappe à Kitchisakik une fois par année. De là, il faisait l'inventaire du territoire, qu'est-ce qu'il avait pris, là. Tant au niveau des animaux, des plantes, en gros, c'est ça. Ici, on voit un peu l'historique comment on appelle ça, là, de l'exploitation par la foresterie, par tranche de 10 ans. Ça nous donne environ 90% du territoire a été sujet à l'exploitation depuis le début de la foresterie sur le territoire. Puis, ça a aussi été inondé. C'est quand même 15 000 hectares qui a été inondé sur le territoire. Le territoire a vécu beaucoup de perturbations. Perturbations, excusez. Ouais, mais ouais, puis en fait, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est aussi, Kevin, quand on discutait, le fait que l'inondation avait fait disparaître des sites quand même assez importants, dont des cimetières, par exemple. Oui, il y avait un cimetière qui a été inondé, fait qu'ils ont dû le remonter. Ouais. Aussi, fait que nous, quand on est arrivé puis on a discuté du projet portage, c'est aussi ça, la disparition des portages, c'est pas juste en arrêtant de les utiliser, mais c'est avec les perturbations sur le territoire. D'où l'intérêt aussi de venir documenter. Puis en regardant le projet, je me suis intéressée un peu à l'impact des changements climatiques sur la zone qu'on allait étudier pour voir c'était quoi, s'il allait avoir un impact aussi grand. Puis en fait, oui, le nombre de jours de gel va diminuer dans les prochaines années quand même beaucoup. Le nombre de degrés jour va augmenter. Donc, on parle de plantes qui sont vraiment plus au sud, qui peuvent maintenant migrer
vraiment plus haut. Donc, un renouvellement des espèces, donc des nouvelles espèces qui arrivent sur le territoire, puis d'autres espèces qui quittent le territoire. Puis là, ici, la petite flèche rouge, ça nous montre la zone à l'étude. Puis en discutant avec Even de ces remarques-là, de ce que moi je trouvais dans la revue de littérature plus scientifique, on discutait de qu'est-ce que vous observiez sur le territoire. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu? Pour aller dans ce sens-là, il y a eu de l'observation des aînés sur deux espèces qui ne peuvent pas cohabiter. Là. Fait que tu as le cerf qui est rendu sur le territoire des Anishinabés. Qui vient comme dans le territoire où vivent aujourd'hui les orignaux. Puis l'autre observation qu'ils ont faite, c'est le cèdre. Le cèdre, là, il est perdu il devient de plus en plus pâle. Puis, comment on dit ça, là? En tout cas, il est en train de perdre un peu de sa générosité là, par rapport à la médecine. Là. C'est les observations que les aînés ont faites, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup d'autres. Oui, donc c'est un peu dans ce contexte-là que le projet il naît avec toutes les pressions sur le territoire. On a établi des objectifs divers qui sont, il y a 3 objectifs. Puis là, en fait, ce qu'on avait envie de faire ce matin, c'est, maintenant qu'on vous présente un peu le contexte du projet, c'est de parler de nos 3 objectifs parce que ce sera sans surprise que l'année a été plus difficile pour faire du travail collaboratif dans des communautés. C'est une question de respect et de sécurité, de pas vraiment la communauté à Kitchisakik était fermée aux visiteurs avec grande raison. Donc, pour que le projet garde son aspect participatif, on va commencer le terrain seulement à l'automne prochain, une fois que tout le monde sera vacciné. Mais on voulait quand même vous parler de nos objectifs. Donc, le premier objectif qui est culturel, de documenter l'histoire puis les légendes des portages. Moi, mon intérêt là-dedans, c'est vraiment d'en apprendre plus. Mais pour Kevin, je pense que ça veut dire beaucoup plus. Fait que si tu as envie de partager, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi de venir documenter les légendes? Ben, en fait, je suis comme, tu sais, dans la famille, OK, là, on est une infime partie de cette connaissance qui est sur le territoire. Fait que, mais en faisant des travaux petits comme ceux-là, qui vont faire en sorte que la future génération aussi va pouvoir en bénéficier. Fait que, c'est toujours dans cette optique-là. Là, fait que comme c'est là, on en connaît un peu sur les plantes dans la famille. Fait qu'avec l'implication des gens du territoire, les connaisseurs, puis les jeunes, on continue à transmettre les connaissances. Là. Oui, puis il y avait aussi, moi je me rappelle qu'est-ce que j'avais vraiment aimé, c'est la légende de l'ours. Donc, en lien avec les plantes, parce que moi, j'arrive là comme biologiste, comme étudiante de McGill, puis là, je me dis, OK, les plantes, moi, je pense seulement aux plantes. Puis là, dans nos discussions, là, toi, tu me parles des champignons, puis là, tu me parles de l'ours. Puis là, moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant à quel point on a des angles morts dans la recherche ou quand on se concentre sur un aspect, puis que le fait de participer ensemble, ça nous permet de penser à d'autres avenues de recherche. Oui, mais l'ours, ça a été quand même un animal assez vénéré là, par les aînés. Fait que, à force de les avoir écoutés, puis surtout écoutés, là, et on finit par comprendre que l'ours, là, c'est comme un frère pour les Anishinabés. Fait que, après son hibernation, il se réveille, mais il ne sautera pas tout de suite sur un morceau de steak, là, comme je dis souvent. Il va commencer à manger des écorces ou des racines là, pour débloquer, puis faire partie de son système digestif. Tranquillement, il va pouvoir manger durant son parcours là, estival. Il va pouvoir manger un peu plus de fruits, de poissons, fait que, pour ainsi s'engraisser encore pour la prochaine hibernation. Lui, il nous a montré comment se nourrir, comment se
se soigner. Si on suit un ours, on apprend ça. Oui. Puis dans ce cadre-là, en fait, aussi, notre deuxième objectif, qui est plus l'aspect communautaire, donc de choisir les portages à ouvrir, où aller avec les jeunes, où aller avec les aînés, puis de vraiment amener les gens sur ces sites-là, puis de créer des sites permanents. Moi, l'intérêt de ça, c'est de partager certaines méthodologies de terrain avec la communauté, mais pour Daniel, qui va être un peu plus tard dans le panel, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir aller faire des activités sur ces sites-là, puis de les rendre accessibles, puis que ce soit un outil de valorisation aussi du territoire dans la communauté. Et qu'il y a vraiment un aspect communautaire, puis je pense qu'il pourra en parler un peu plus lui-même à ce moment-là. Mais je pense que pour Kevin aussi, si je peux te lancer la balle, l'aspect communautaire est vraiment important. Oui, l'aspect communautaire est toujours important. C'est toujours la façon de transmettre chez l'Anishinaabe. Ça a été toujours de rencontrer par les aînés. Mais avec les nouveaux moyens qu'on a aujourd'hui, puis le fait qu'il y ait de moins en moins d'aînés, des projets comme ceux-là permettent de documenter et de continuer la forme de transmission, comme je disais tantôt. Vraiment. Documenter ces affaires-là pour pouvoir garder les connaissances à l'intérieur. Puis finalement, le dernier objectif, c'est l'objectif botanique, donc de regarder la signature écologique des portages puis de concevoir un herbier. Cet objectif-là, je pense qu'il permet de venir justement peut-être créer un outil pour conserver ces connaissances-là, mais c'est vraiment un outil aussi qui peut permettre d'inclure des gens plus sur le plan artistique dans le projet pour faire des dessins des plantes, peut-être venir inclure aussi des professeurs. Donc, il y a vraiment un aspect aussi qui est scientifique de la botanique pour l'identification des plantes, mais aussi après ça, pour venir inclure d'autres personnes qui voudraient participer, qui ne vont pas nécessairement vouloir aller sur le terrain. Donc, pour résumer un petit peu, ici, il y a une figure où est-ce qu'on voit vraiment les intersections entre nos différentes approches puis les différents angles, puis pourquoi est-ce que c'est vraiment pertinent de venir chercher tous ces spectres-là. Puis je pense que pour moi, la force de travailler avec En fait, je pense pas que c'est un travail qui pourrait se faire sans la communauté. Je pense que ça part... Le projet est vraiment né de la communauté dans la communauté. Puis je pense que mon apport au projet, c'est d'apprendre puis c'est d'offrir qu'est-ce que je connais en sciences. Mais je sais pas pour toi, mais je pense pas que le projet il se ferait du tout sans une approche participative. Ce qui est le fun, c'est que l'aspect scientifique puis les connaissances culturelles viennent comme danser ensemble sur ce projet-là. Fait que... Oh, j'aime ça. Ouais. Yeah. Je pense qu'en fait, on pourrait vous en parler encore longtemps, mais il est déjà 1h30. Fait que je peux passer rapidement sur les figures, les références. Miigwech, Kevin, d'être ici avec nous ce matin. Miigwech. Puis merci aussi aux gens qui écoutent, même si on les voit pas. Et merci beaucoup, vraiment. C'est très, très agréable de vous voir danser ensemble dans cette présentation. Vraiment, j'espère que vous allez rester avec nous au moins jusqu'à la petite période de questions qui est après. Moi, j'en ai déjà, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc là, pour la suite. Alors, on va rester quand même dans une dynamique, je dirais, environnementale, proche de la nature, avec une prochaine présentation de Valérie Delage de Piliers Verts, puis de Sylvie Miot de l'UQTR. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Alors, c'est à vous. Merci, bonjour tout le monde. Je vais partager moi aussi notre diaporama. Vous me direz, vous crierez si vous le voyez pas bien. Oups, il n'est pas en diaporama. Ouais, mettez-le en diaporama avant de partager l'écran. C'est ça. Le secret. Oui, sauf que là, j'ai perdu mon zoom. Ça ne sera pas long. Voilà. Je repartage. Ah, le voilà. Bon, ça devrait marcher. On le reçoit. Parfait. Excellent. Alors nous, on veut vous parler de notre projet de recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En passant, je vais remercier la FRQ pour le financement.
qui s'appelle Projet Histoire de vie, de ville, de nature, construire la ville nature à partir du vécu citoyen. Donc, moi, je vais vous parler plus justement du vécu citoyen qui a amené un peu, qui a initié en fait la recherche comme telle à l'université. Donc, la recherche est partie de deux milieux naturels à Trois-Rivières qui ont été l'objet un peu de mobilisation citoyenne pour leur préservation. Donc, le premier, c'est le boisé des Estacades. C'est un boisé qui se trouve au Cap de la Madeleine, à l'est de la rivière Saint-Maurice. Je peux vous montrer une petite... je partage autre chose. Une carte Google qui montre le boisé qui se trouve ici. Donc, si je zoome out un peu, on voit la ville de Trois-Rivières qui est ici, le centre-ville de Trois-Rivières, la rivière Saint-Maurice qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Si vous connaissez Trois-Rivières, vous avez sûrement vu ça. Et il y a un petit boisé ici qui, en fait, c'est un milieu privé. Il y a une partie d'aire écologique qui appartient à la ville de Trois-Rivières. Ici aussi, une partie qui est protégée par la ville de Trois-Rivières, mais le reste, c'est un milieu privé. Sauf qu'au fil des ans, les gens qui habitent autour se sont appropriés l'espace pour aller se promener. On a une plage sur le bord de la rivière qu'on appelle la plage aux chiens, où les gens vont faire baigner leurs chiens, vont se promener. Et peut-être qu'on le voit un peu ici, mais il y a toutes sortes de petits sentiers informels qui sont formés au cours du temps, qui mènent aux résidences autour. Donc, cet espace, les gens se le sont appropriés et il y a eu, à un moment donné, un projet. Le propriétaire du terrain a voulu vendre son boisé pour 2,5 millions, puis il faisait miroiter la possibilité d'y construire des immeubles à condominium, une résidence pour aînés, tout un aménagement immobilier. Et là, les gens qui s'étaient appropriés l'espace se sont mobilisés, puis ont dénoncé le projet. Ils ont lancé une pétition, il y a plus que 13 000 signatures qui ont été collectées en quelques jours. Il y a une centaine de personnes, on le voit ici sur l'image, qui sont présentées au conseil municipal. La salle était pleine, il y avait des gens qui étaient refusés à la porte pour dire non, pour faire des interventions. Nous, on y tient, ce boisé-là, puis on veut conserver son intégrité. Et le conseil municipal a quand même été sensible à ça. Puis, ils ont refusé de modifier le zonage pour permettre la construction immobilière. C'était résidentiel, donc ils ont conservé ça. Donc, on peut mettre juste une petite maison là-dessus. C'est moins intéressant. Et présentement, depuis 2 ans, la ville est plus à la recherche de financement pour acheter le terrain puis carrément le conserver à plus grande échelle. Donc, c'est un exemple d'une mobilisation citoyenne qui a permis, pour l'instant en tout cas, de préserver l'espace. Et c'est un des éléments qui a attiré l'attention pour faire le projet de recherche. L'autre élément, c'est la rivière Millette. Donc, je peux vous montrer encore sur Google où ça se trouve. La rivière Millette, à Trois-Rivières. Je dézoome, on se transporte en milieu urbain ici, donc toujours le centre-ville de Trois-Rivières. Puis si on remonte un petit peu vers le nord de la ville, là on voit l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'ailleurs qui est sur le site du bassin versant de notre rivière Millette. Puis là on zoome ici, un petit espace boisé. Et c'est vraiment magique comme milieu, en milieu urbain. C'est comme on dit que c'est notre mini parc de la Mauricie en milieu urbain. Donc, c'est vraiment chouette et agréable de se promener dedans. Puis, c'est un espace particulier parce que d'un côté, il y a l'école secondaire Carena, qui est une école privée, qui est propriétaire d'ailleurs du terrain qu'on a investi comme citoyens et citoyennes. Et de l'autre côté, c'est un secteur HLM, donc un milieu plus vulnérable. Et puis au sud, c'est des quartiers résidentiels, des immeubles à logement. Donc cet espace-là a été investi par les citoyens. On a fait des sentiers, on a fait des corvées de nettoyage, une vingtaine de corvées de nettoyage qui ont été organisées par l'organisme Les Piliers Verts, qui est un petit organisme voué à la conservation des milieux naturels, entre autres sur le territoire de Trois-Rivières. 55 tonnes de déchets qui ont été ramassés. Donc avant, c'était un peu on connaît l'idée de la dompe encore, les gens qui vont porter leurs gros déchets, des frigos, on le voit ici, des pneus, on a ramassé des tas et des tas, là, des centaines de pneus. En fait, on a ramassé 55 tonnes de déchets depuis 2014 en faisant des corvées de nettoyage un peu tous les ans. Et puis, on a travaillé aussi avec les jeunes du secteur HLM, on a formé une brigade écolo pour impliquer les jeunes dans la protection de leur milieu naturel, on a fait toutes sortes d'actions. Toutes sortes d'éducation aussi au niveau de la connaissance des milieux naturels auprès des jeunes.
Puis ça nous a valu de gagner le prix Action David Suzuki. Et David Suzuki, qui est venu en 2016 visiter notre espace. Il y a même un chapitre du livre Demain le Québec qui est consacré à tous ces projets-là qui ont eu lieu sur la rivière Millette. Et même un conte qui a été rédigé par les jeunes inspirés du milieu. Et puis, on voit, là, il y avait une petite passerelle pour traverser la rivière qui était comme toute rafistolée. Mais avec le temps, la ville aussi s'est plus impliquée, a investi. Puis maintenant, il y a des passerelles plus sécuritaires qui ont été aménagées, des escaliers. Donc, une aire écologique a été formée aussi en 2016. Donc, tout le travail citoyen, les gens maintenant, surtout en temps de Covid, investissent l'espace puis vont vraiment se promener. Ça commence à être connu. Donc, toute cette mobilisation citoyenne sur un terrain informel, si on veut, qui n'est pas un parc classique de la ville, ça a permis de donner un intérêt social à un espace naturel urbain. Puis, maintenant, c'est la valeur sociale qui est considérée au niveau de la ville en termes de développement durable. Donc, c'est un peu ça qui a intéressé la recherche menée par Sylvie. Donc, je laisse la parole à Sylvie pour présenter plus la recherche en profondeur. Merci Valérie, tu as bien, je dirais, mis en contexte tout ça pour comprendre à quel point c'était important en fait de se mobiliser, citoyens et chercheurs, pour aller plus loin et pour continuer justement à travailler pour que ces espaces puissent continuer à avoir leur vocation sociale aussi. Donc il y a plusieurs personnes qui interviennent, donc on est donc toutes les deux, citoyennes et chercheurs, impliqués dans la recherche. Il y a aussi ma collègue Julie Fortier, qui, elle, s'intéresse beaucoup plus aux questions de participation citoyenne. Moi, je suis plus sur le versant promenade, marche, comprendre l'expérience des gens en termes d'expérience de loisirs. Il y a aussi Cindy Provencher, qui fait partie, qui est la directrice en fait, de la Fondation Trois-Rivières Durable, qui intervient notamment sur ce qu'a mentionné Valérie, la question des aires écologiques. Et donc, sa collègue aussi, Catherine Fortier, qui intervient aussi sur ce projet. Différents chercheurs aussi sont impliqués. On a deux coordonnateurs, une coordonnatrice Aurélie Dumont qui travaille sur le volet plus opérationnel de la recherche et Christopher Watson qui est davantage au niveau de la coordination scientifique, tous les deux avec une formation en sciences de l'environnement. Plusieurs chercheurs interviennent dans le domaine, dans le département auquel on appartient avec Julie Fortier en loisirs, culture, tourisme, avec des intérêts plus sur les questions de plein air ou de culture, parce que la question de la culture, de l'art est aussi mobilisée dans ce projet de recherche, ou sur les questions de développement durable, comme le mentionnait Valérie, la dimension sociale, autant que la dimension environnementale sont importantes à considérer. Les sciences de l'éducation aussi, pour voir justement le transfert entre citoyens, chercheurs, comment on mobilise savoir expérientiel, savoir scientifique. Donc, on a une professeure qui nous aide à ce niveau-là. Des professeurs aussi en sciences de l'environnement et aussi en management sur le côté davantage innovation. Alors, cette recherche, allons nous présenter plus spécifiquement les objectifs. En fait, on l'a pensé avec le temps, avec donc les coporteuses, sur une idée de gouvernance ouverte où ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est un écosystème des parties prenantes. Pourquoi? Parce que, comme l'a mentionné Valérie, on est déjà dans quelque chose qui... il y a une mobilisation citoyenne, il y a la ville qui est impliquée beaucoup dans ce projet-là. Les chercheurs aussi interviennent. On a l'école secondaire. Non, tu peux rester, Valérie, sur la diapo, merci. On a, c'est pas grave, on a donc la ville, comme je vous l'ai mentionné, on a des organismes communautaires, Piliers Verts, Fondation Trois-Rivières, Environnement Mauricie aussi qui peut intervenir, des organismes comme la Brouette en agriculture urbaine notamment. On a des citoyens qui se mobilisent, que ce soit les usagers des NLI, en fait, ce qu'on appelle les NLI, c'est les espaces naturels de loisirs informels, je vais y revenir, qui, en fait, sont autant des marcheurs que des gens qui font du vélo de montagne, qui font de l'observation, qui viennent avec leur petite famille faire des cabanes. Donc, c'est assez large, les pratiques dans ces espaces-là. On a donc l'Université de Trois-Rivières avant tout, qui est mobilisée, mais il y a aussi d'autres universités qui vont être mobilisées, comme l'UQAM et l'université McGill, notamment avec des chercheurs qui s'intéressent beaucoup aux questions des promenades végétales, donc c'est pas pour rien qu'ils vont intervenir aussi, et des organismes privés comme l'école, l'Institut secondaire Kirana, donc qui est mobilisé, ou des clubs d'usagers. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je le montre sur le schéma de droite, en fait, à travers différentes actions,
mobiliser le savoir citoyen, donc à travers notamment des créations artistiques. Et là, on aura Javier Escamilla, qui est justement engagé dans les Piliers Verts, qui est un artiste qui a l'habitude de travailler avec les citoyens, de mobiliser l'art comme un moyen justement de se reconnecter aussi avec la nature et de sensibiliser aussi à l'environnement. Donc l'idée, c'est vraiment à travers cette création-là, de partager à la fois les citoyens et les chercheurs, justement, notre façon de voir cet espace et de le représenter à travers une œuvre collective. Il y aura aussi des promenades qui vont être organisées, puis l'idée, c'est vraiment de faire des binômes chercheurs-citoyens pour amener à partager l'expérience de ces lieux. Des ateliers qui ensuite seront menés pour réfléchir justement à ces différents éléments. Donc, la recherche, en fait, sur ces espaces-là, elle n'est pas anodine. Oui, il y a une mobilisation citoyenne, mais au niveau de la littérature scientifique, on sait ô combien la nature a des bienfaits sur la santé et le bien-être de la population. Parmi les espaces de nature auxquels on pense quand on est en ville, on a surtout en tête les parcs urbains, les parcs qui sont aménagés, qui sont avant tout des espaces de loisirs, des espaces sportifs. Mais on néglige, en fait, on a peu mis en avant ce qu'on appelle, nous, et qu'on va définir au cours de la recherche avec les citoyens, les espaces naturels de loisirs informels, qui n'ont pas une identité officielle ni légale. Ce sont souvent des espaces mixtes entre espaces privés, aires écologiques. Ça peut être aussi une emprise hydro, ça peut être les abords de la voie de chemin de fer. Donc, c'est vraiment assez large. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces espaces sont avant tout des espaces citoyens parce que ce sont des espaces qui ont été appropriés de façon naturelle, en fait, par les citoyens qui résident à proximité. Avec la pandémie, on se rend compte que ça devient des espaces de plein air urbain qui sont privilégiés. Comme le mentionnait Valérie, effectivement, on a un boisé qui ressemble beaucoup au parc de la Mauricie par la topographie, par la pente en fait qui est intéressante. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte qu'on est dans un espace citoyen de plein air urbain. Et ces citoyens entretiennent des attentes vis-à-vis de la ville afin que ces espaces soient reconnus et préservés. Donc, l'objectif de la recherche est de travailler dans ce sens-là, de trouver les moyens de bien identifier, de définir ce que sont ces espaces naturels de loisirs informels, comment ils sont vécus et appropriés par les citoyens, et enfin, réfléchir ensemble avec les élus, avec la ville, les organismes communautaires et les citoyens, bien sûr, comment faire reconnaître et préserver ces espaces. Donc, au final, nos objectifs sont avant tout, oui, de développer un nouveau créneau de recherche sur ces espaces naturels de loisirs informels qui sont vraiment des savoirs partagés citoyens-chercheurs, donc expérientiels scientifiques, mais aussi de soutenir les citoyens dans le processus de mise en place d'une structure de co-création des connaissances, pérenniser la structure à l'interface des savoirs expérientiels et scientifiques, et enfin enraciner les espaces naturels de loisirs informels auprès des milieux communautaires, municipaux et institutionnels. Donc pour ce faire, il y a 4 volets. Le volet qui est davantage centré sur les connaissances existantes et émergentes. Ensuite, un volet sur la structure collaborative citoyenne. Un volet de transfert. Et enfin, la méthode d'accompagnement pour mieux intégrer ces espaces. On va passer à l'autre diapo encore, Valérie, pour aller un petit peu plus vite. Je vois que le temps passe. À ce jour, en fait, la recension des écrits a été effectuée, donc au printemps 2020. 92 références ont fait l'objet d'une attention particulière. Et l'idée de cette recension, en fait, c'est vraiment pour nous aider à documenter les ateliers qui vont être menés avec les citoyens pour savoir sur quel sujet discuter. Donc, discuter de nature et de diversité écologique, de sport et de loisirs dans ces espaces, toute la relation nature-art-culture et aussi nature, socialisation, intégration, notamment intégration des populations, les nouveaux arrivants, les immigrants à travers ces espaces-là et toute la question de nature et de bien-être. Ce qu'on voit en fait, c'est que les parcs formels dans la littérature, au final, ne suffisent pas. Il faut aller bien au-delà pour satisfaire les besoins de nature et notamment de plein air urbain. Donc, ça montre l'intérêt et l'importance justement de travailler. Plusieurs recherches, notamment en Australie et au Japon, ont mis en avant l'importance de ces espaces verts informels comme espace en fait de pratiques récréatives. On peut continuer, Valérie ?
Au niveau du sondage, en fait, on a voulu, en attendant, parce qu'effectivement, la pandémie ne nous a pas permis encore d'aller faire l'activité de co-création artistique sur le terrain qui est nécessaire en petits groupes. On n'a pas pu faire les promenades non plus dans le contexte de la Covid, mais ça s'en vient. On a bon espoir, comme nos prédécesseurs, de pouvoir le faire dès l'automne, dès la fin de l'été à l'automne. Mais en attendant, ce qu'on a pu aller chercher, c'est des informations sur les usages de ces espaces, sur leur représentation, sur les perceptions de ces espaces par les usagers. 470 répondants et parmi ceux-là, 135 citoyens sont intéressés à s'impliquer dans la suite de la recherche. Donc ça montre à quel point il y a beaucoup d'intérêt. Ensuite, si on regarde rapidement, effectivement, les résultats, c'est peut-être pas le plus important, mais ce qu'on voit effectivement, avant tout, c'est que ces espaces sont quand même utilisés à 25% au moins quelques fois dans la semaine, à 35% quelques fois par mois. Donc on voit à quel point c'est un usage quand même qui est important pour les habitants. La marche, effectivement, est l'élément le plus important en termes d'usage, mais on voit aussi une place importante accordée notamment à l'observation, que ce soit de la végétation, mais aussi des animaux. Autre diapo, là on peut regarder qu'est-ce qui les attire en fait. C'est effectivement les usagers y vont parce que c'est un cas naturel, il y a la question de la tranquillité, la proximité. Dans le contexte de la Covid, pouvoir justement rapidement avoir accès à un espace de nature, c'était un enjeu important. La beauté des paysages que ces espaces boisés permettent aussi sont des éléments qui sont privilégiés. Pour conclure, donc ce qu'on espère en fait à travers cette recherche déjà et avant tout, c'est que l'année prochaine, donc qui va démarrer, pouvoir se centrer sur la co-création et le partage d'expériences et de savoirs des chercheurs et des citoyens, parce que on est vraiment dans une démarche où la posture du chercheur en fait, de l'équipe en fait, est vraiment dans cette on est à la fois citoyen, à la fois chercheur. Là, il n'y a pas de on est cet ensemble-là. Je me sens, moi, à la fois et avant tout citoyenne, parce que je les fréquente aussi, ces espaces. Donc, je suis vraiment impliquée dans cette recherche-là. Donc, c'est sûr qu'on est face à des défis. La recherche a été ralentie. Toute la question de l'expérience in situ qui est vraiment importante pour justement mixer mixer, puis je disais, là, plutôt que de danser, comme on l'a dit tout à l'heure, mais de marcher ensemble, n'a pas été encore possible, mais on a beaucoup d'espoir pour la prochaine année et vous présenter des résultats plus significatifs dans quelques temps. Merci. Merci à vous deux. Il y a toutes les personnes de l'ensemble de l'équipe. Alors, sans perdre de temps, en fait, je vais donner la parole à Yves Brun à l'Université de Montréal et je crois qu'avec nous aussi Émilie Pose de l'équipe qui a travaillé avec les scientifiques et la SAT sur un beau projet. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez la diapo? Très bien. Oui, OK. Donc, merci de l'invitation puis d'organiser ce colloque très stimulant et aussi aux présentateurs précédents pour des présentations vraiment très bien et qui donnent des idées. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de sciences citoyennes qui est né d'une collaboration entre microbiologistes, artistes et scientifiques en herbe. Et je veux d'emblée mentionner que c'est vraiment Emily Sproul qui est le moteur de ce projet. Et c'est un projet qui concerne les bactéries. Bon, quand on parle de bactéries, vous pensez tous au fait que les bactéries nous rendent malades, mais en fait, les bactéries, il faut savoir qu'elles jouent un rôle critique pour notre santé et pour notre planète. Dans notre corps, par exemple, on a autant, sinon plus, de cellules bactériennes et microbiennes que de cellules humaines. Dans l'environnement, sur Terre, par exemple, il y a beaucoup plus d'espèces de bactéries que d'espèces de plantes ou d'insectes. Les bactéries représentent 78% de la diversité sur Terre. Et les bactéries nous donnent vraiment beaucoup. Donc, elles sont responsables de la production de la majorité de l'oxygène qu'on respire. Elles sont essentielles à la survie des plantes. Elles sont impliquées dans le recyclage des déchets. Elles sont à la base de la chaîne alimentaire. Dans notre corps, elles produisent la vitamine K, elles nous aident à la digestion, elles nous aident à combattre des maladies comme le cancer, par exemple, et de façon très importante, elles sont aussi impliquées dans la fabrication de la bière, du vin et du fromage. Donc, dans mon laboratoire, on est connu pour le développement de méthodes pour visualiser et étudier les bactéries et leur activité par microscopie.
les bactéries, il faut savoir que c'est extrêmement petit, donc environ 100 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc, il faut des microscopes à haute résolution pour les voir. On peut voir une photo de bactéries ici. Et nous, on s'intéresse à plusieurs questions. Par exemple, comment croissent les bactéries? Comment est-ce qu'elles construisent leur mur cellulaire? Et on a développé des méthodes, des molécules fluorescentes pour nous permettre de mieux voir ce que les bactéries font. Donc, par exemple, ici, on a plusieurs cellules bactériennes colorées. Celle-ci, par exemple, est ronde et synthétise, construit son mur cellulaire au milieu de la cellule. Celle-ci est sous forme de bâtonnet et construit son mur cellulaire aux deux bouts de la cellule. Mais les bactéries sont très actives et c'est une activité, en fait, qui est très dynamique aussi. Donc, on s'intéresse aussi à des structures de bactéries qui s'appellent des pili. Ce sont de minces fils qui sont produits par les bactéries qui sont 10 000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. On peut voir ici 2 cellules bactériennes. On peut voir le début de la formation d'un de ces fils. Et avec des méthodes qu'on a développées, on peut voir dans ce cas-ci, par exemple, ce fil aller chercher une molécule d'ADN qui est colorée en rouge et l'amener à la cellule pour être incorporée dans son matériel génétique. Et ces pili sont impliqués dans toutes sortes de processus comme les infections bactériennes, l'attachement des bactéries aux surfaces, etc. Donc, comme une partie importante de notre recherche est très visuelle. On a eu une affinité naturelle pour des artistes, par exemple ceux de la Société des arts technologiques ici à Montréal, qui ont vraiment un talent pour présenter la recherche, pour comment représenter la recherche ou comment la présenter au public. Et donc, on a commencé une collaboration avec eux. Ils sont venus nous visiter au laboratoire. On a parlé de nos recherches. On leur a montré comment on procède. On a échangé nos connaissances entre les sciences et les arts visuels et essayé de partager un peu nos façons de voir et de représenter le monde. Et de là est né un projet de collaboration avec des artistes de la Société des arts technologiques pour préparer une conférence immersive à la Satosphère, donc ce dôme immense où on est vraiment dans un environnement presque de réalité virtuelle, qui s'intitule « Le monde poétique des bactéries », où je vais parler des propriétés fascinantes des bactéries, comment on les étudie, le fait qu'elles nous sont surtout utiles, mais aussi vers la fin, on va parler du fait que parfois, elles nous rendent malades et qu'il y a un défi de la résistance des bactéries aux antibiotiques et aussi parler de l'importance de la recherche fondamentale. Et cette recherche est vraiment importante pour ce défi planétaire de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc, les antibiotiques, évidemment, on les connaît, on les utilise pour traiter les infections bactériennes. Et s'il vous plaît, ne demandez pas à votre médecin d'antibiotiques pour traiter une infection virale, parce que les bactéries et les virus, c'est différent, et les antibiotiques, c'est pour les bactéries, pas pour les virus. Et il faut essayer aussi de comprendre comment l'évolution de la résistance se fait dans l'environnement. Et en fait, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que la résistance aux antibiotiques constitue une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. Je vous donne quelques chiffres. Au Canada, par exemple, par année, présentement, il y a la résistance des bactéries résistantes aux antibiotiques cause environ 5 000 morts pour un coût au système de la santé d'au-dessus d'1 milliard de dollars. D'ici 2050, on pense que si rien ne change, au Canada, ça va causer plus de 400 000 morts au total et dans le monde, plus de 10 millions de morts. Bon, cette résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est un phénomène naturel. Mais c'est vraiment le mauvais usage de ces médicaments chez l'humain et l'animal qui accélère ce processus et je vais vous illustrer comment ça marche. Donc ici, un de mes chercheurs a fait cette expérience où il a mis en présence des cellules sensibles à un antibiotique qu'on va utiliser. Donc les cellules jaunes, ici, il y en a environ 100, sont sensibles à cet antibiotique et 3 cellules bleues qui, elles, sont résistantes à cet antibiotique. Et donc, si on laisse croître ces bactéries en présence de l'antibiotique, très rapidement, les bactéries sensibles jaunes vont être tuées et ça va libérer cet environnement, cet espace pour la croissance des bactéries résistantes à cet antibiotique. Donc,
tout simplement, en utilisant un antibiotique, on est passé d'un environnement où on avait surtout des bactéries sensibles aux antibiotiques, donc où les antibiotiques fonctionnent, à un environnement où on a presque seulement et une très grande majorité de bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, on a réalisé que, on veut comprendre, évidemment, il faut qu'il y ait une bonne gestion des antibiotiques, et ça, c'est un aspect super important, mais l'autre aspect, c'est d'essayer de comprendre l'évolution de la résistance des antibiotiques dans l'environnement. Comme je vous ai dit, c'est un processus naturel. Des questions comme où sont les bactéries résistantes, à quels antibiotiques résistent-elles et quels sont les facteurs qui augmentent la fréquence et la résistance de la fréquence de la résistance aux antibiotiques. Et on a réalisé que on avait là une belle opportunité d'engager des citoyens dans la recherche sur un problème de santé mondiale. Donc, cette possibilité d'associer des citoyens aux découvertes scientifiques sur la résistance aux antibiotiques, c'est vraiment un partenariat superbe parce que les citoyens, évidemment, profitent de la nature. On vient d'en entendre parler. Ils connaissent leur environnement très bien, mieux que nous, chercheurs dans nos laboratoires. Les jeunes, en particulier, sont des explorateurs curieux. Et aussi, les artistes visuels peuvent nous aider à rendre visible l'invisible et à augmenter la compréhension de ces phénomènes. Donc, on s'est associé avec plusieurs partenaires. On s'est associé avec les Water Rangers qui mobilisent déjà depuis des années des scientifiques citoyens pour tester la qualité de l'eau dans l'environnement. Donc, ils équipent les amateurs de plein air de trousses pour tester les caractéristiques des plans d'eau. Et ils ont, c'est très important pour nous, une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de partager et de cartographier les données. On verra pourquoi c'est important dans une seconde. Donc, ils offrent aux citoyens une trousse pour tester l'eau, donc plusieurs paramètres, température, pH, etc. Et nous, on ajoute à cette trousse des tubes d'échantillonnage d'eau pour faire des échantillons d'eau et un petit microscope qui, en fait, a un bon pouvoir de grossissement, 140 fois, et qui permettra au public de voir, de regarder l'activité dans les échantillons d'eau qu'ils vont collectionner. Et donc, on va entendre parler un peu plus tard du très beau travail des Water Rangers lors de discussions. Donc, on espère une très grande participation et on espère recevoir une avalanche de tubes avec des échantillons d'eau qui viennent d'un peu partout à travers le Québec et même peut-être plus loin. Et donc, pour traiter ces échantillons au laboratoire, ça c'est vraiment trop pour les capacités d'un laboratoire, mais on a la chance d'avoir un robot au laboratoire que vous pouvez voir ici sur la photo, qui nous permet de tester très rapidement, des milliers de colonies bactériennes pour la résistance aux antibiotiques et aussi de les préparer pour faire de la microscopie, pour voir ces bactéries qui sont dans ces environnements. Et donc, ce robot permet de repiquer, d'aller avec des aiguilles, aller chercher des colonies sur une boîte de pétri que vous pouvez voir ici la boîte de pétri carrée et d'aller les déposer dans des tout petits puits de culture dans des plaques. Et donc le robot est capable de photographier la plaque, d'identifier les colonies et d'aller les chercher avec ses aiguilles. Donc, il y a 96 aiguilles et d'aller les déposer dans une plaque comme ça pour nous permettre de les faire croître et de faire les tests qui sont utiles. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'importance d'obtenir ces résultats, c'est évidemment d'émettre des hypothèses. Donc, les citoyens qui auront fait certaines mesures de l'environnement vont pouvoir les indiquer, donc les mettre dans la plateforme des Water Rangers. Et nous allons mettre les résultats des profils de résistance aux antibiotiques et les photos des bactéries sur la plateforme des Water Rangers aussi, ce qui va permettre une autre partie du processus scientifique qui est très importante, c'est-à-dire ça va permettre aux citoyens-chercheurs de comparer leurs résultats aux résultats des autres, d'émettre et de tester des hypothèses. Par exemple, on pourrait imaginer un chercheur de
Bon, j'avais parlé de Sherbrooke et Chibougamau, mais en fait, après les 2 présentations précédentes, on pourrait avoir un chercheur citoyen d'un site à Trois-Rivières, par exemple, dans ce magnifique environnement citoyen dont on a entendu parler, et de réaliser qu'il y a un environnement aquatique qui ressemble beaucoup à un environnement aquatique, par exemple, dans les sites de portage des Anishinabés dont on a entendu parler, et de réaliser qu'il y a des profils de résistance aux antibiotiques qui sont soit très semblables ou très différents. Et de commencer à se poser des questions, émettre des hypothèses pour pouvoir faire des tests subséquents, en profitant aussi de leur savoir expérientiel sur ces environnements pour vraiment produire et participer au processus scientifique. Donc, le plan, c'était de lancer publiquement cette initiative en mai 2020 lors de ma conférence grand public sur le monde poétique des bactéries à la Satosphère. Mais malheureusement, il y a une autre sphère qui est venue s'insérer dans le portrait. Et donc, on a dû se réinventer, comme on l'a dit souvent cette année. Donc, on a quand même commencé des activités du projet. On a travaillé avec des bulles, des scientifiques qui ont fait des activités d'apprentissage sur les bactéries, sur la résistance des antibiotiques, ont appris à utiliser un microscope, ont appris à aller préparer des échantillons. On a travaillé avec les éducateurs des scientifiques pour les préparer à aider les jeunes justement à bien prélever les échantillons et analyser l'environnement. Et au laboratoire, on a pu tester en utilisant ces échantillons les méthodes d'échantillonnage et d'analyse qui vont nous servir à mieux préparer le projet. Donc, la suite et nos projets de publication, on va essayer, en travaillant avec les artistes de la SAT, de préparer des ateliers où on va mettre ensemble artistes, microbiologistes et des jeunes pour visualiser et représenter les bactéries. On espère, on a déjà des pourparlers avec le musée Armand Frappier de faire une exposition avec ses représentations. On espère plusieurs publications de ce projet, publications scientifiques sur les profils de résistance aux antibiotiques dans l'environnement, des publications sur l'impact de l'art et de la visualisation et comment ça influence les perceptions que les gens ont sur les bactéries et la résistance des antibiotiques. Une étude de l'impact de l'engagement sur l'apprentissage des sciences, des publications dans le journal Savoir avec les scientifiques, des présentations aux Expo Sciences, des vidéos. Et ce que j'aimerais beaucoup, et ça, c'est quelque chose que je pense qui pourrait être très important, c'est des présentations par des jeunes scientifiques en herbe aux politiciens pour les sensibiliser aux problèmes de la résistance aux antibiotiques et l'importance de la recherche fondamentale. Donc, on a changé les plans un peu. On va lancer le gros du projet, on espère, à l'automne 2021, quand on sera tous vaccinés et que plein de monde va pouvoir venir nous voir à la Satosphère. Et on espère que ce sera un projet qui va vraiment impliquer beaucoup de gens. Je voudrais commencer mes remerciements en remerciant Luc Courchaine. C'est vraiment avec Luc qu'on a commencé la réflexion sur ce projet. Il est venu dans notre labo plusieurs fois. Il a même testé nos microscopes. La recherche, c'est une collaboration donc avec les gens de mon laboratoire, un laboratoire très international. Les jeunes avec qui on a travaillé, Emily Sprouse, qui est vraiment le moteur du projet, et nos partenaires, les Water Rangers. On va entendre parler tout à l'heure. Laura Gilbert va nous parler de leurs activités, aussi Kat Kavanagh. Les scientifiques avec Valérie Bilodeau, la Société des arts technologiques avec Claire Paillon et l'école Villa Maria avec Rebecca Pierce. Donc, je vous remercie et évidemment, je serai très heureux de répondre à des questions s'il y en a pendant la période de discussion. Merci beaucoup, vraiment. C'est très, très inspirant. On a tous hâte de pouvoir je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui ont hâte de pouvoir faire leur terrain, pour vrai, rendu là. Il y a quelqu'un qui nous dit là, j'ai très hâte d'aller voir ça à la SAT, moi aussi, j'avoue.
Alors, et puis, oui, juste pour vous dire aussi, les Water Rangers vont être présents cet après-midi dans un panel qui est vraiment sur les sciences participatives à grand déploiement. Parce que les Water Rangers, j'avoue que je les connaissais un petit peu moins parce qu'ils sont plus dans le milieu anglophone peut-être. Et c'est vraiment très intéressant à découvrir. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Tout à fait. Alors, écoutez, on a du temps un peu pour que quelques questions, pas beaucoup, j'avoue, on a pris un peu de retard, c'est pas très grave, mais est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui avaient des questions à poser, des remarques, des commentaires? Sinon, moi, j'en ai une. Alors, je me demandais un peu, surtout sur le deuxième projet là, avec Sylvie Mignot, Valérie Delage, je vous entendais dire que vous vous sentez citoyenne, vous vous sentez en même temps chercheuse. Comment vous gérez ça dans la façon de vous appliquer la méthodologie scientifique et tout ça? Comment est-ce que vous avez deux cerveaux, vous les séparez? Comment vous Non, j'imagine que non, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Non, en fait, j'avoue que c'est assez nouveau pour moi, je dirais, cette posture-là. Puis cette posture a grandi avec le temps, avec mon implication dans le projet, dans le fait aussi que je suis aussi une usagère de ces espaces et que ça m'a effectivement particulièrement intéressée. Comment on fait pour le gérer? Pour le moment, je prends beaucoup de notes justement sur qu'est-ce qui intervient en tant que citoyenne et qu'est-ce qui intervient en tant que chercheur dans mon approche. Mais j'attends de voir surtout dans les activités, notamment de co-création et dans tout ce qu'on veut mettre aussi en place. J'ai pas eu le temps d'en parler, de la cartographie participative, entre autres, de voir justement comment je me mobilise. Mais pour moi, ce qui est clair, c'est qu'avec les citoyens, c'est quelque chose que je mets en avant et que je veux mettre en avant automatiquement. Le fait que je suis, oui, une chercheuse, mais aussi une citoyenne qui utilise ces espaces. Donc ça, cette position doit rester claire, en fait, tout le long du processus. Oui. Je pense qu'on sera très intéressé aussi au fond de recherche à comprendre la complexité de cette position-là, justement, pour vous accompagner au mieux. Il y a une main levée ici. Yves Brun, vous vouliez faire un commentaire? Oui, donc en fait, je voulais revenir sur un commentaire de Rémi Quirion sur l'importance pour tous ces projets, en fait, de ne pas oublier qu'il faut vraiment sensibiliser les politiciens à tous ces défis. C'est une chose, comme chercheur, qu'on n'a pas suffisamment l'habitude de faire. C'est quelque chose... Une chose à laquelle j'ai été très conscientisé aux États-Unis, où j'ai fait la majorité de ma carrière, surtout pendant une certaine administration à Washington, mettons, mais qui même, quand on est dans un contexte où les gouvernements, je dois le dire ici, sont plutôt à l'écoute des scientifiques et favorables à la recherche scientifique, il y a toujours des défis et je pense qu'il faut vraiment faire valoir tous ces domaines importants et je pense que j'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent très bien se prêter à cette sensibilisation. Tout à fait. Ça a l'air de revenir encore une fois. Alors, est-ce qu'il y en a une autre question, un autre commentaire, partage? Oui, Madame Miot. Oui, en fait, je voulais revenir à ce que Mélanie Vachon proposait ce matin, puis par rapport aussi aux présentations qu'on a entendues, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. J'ai écouté justement Yves Brun par rapport aux bactéries, puis je me disais ça serait tellement intéressant justement dans nos espaces de mettre en avant ces éléments-là, entre autres. La question du portage aussi, je trouve ça vraiment intéressant, et notamment la relation de la végétation, la nature, l'ours par exemple. C'est des choses qui, je pense, sont essentielles, ces savoirs-là à partager. Et on a vraiment toutes les expériences qui ont été présentées sont tellement enrichissantes et ça amène tellement de belles réflexions. Donc oui, ça serait intéressant qu'on puisse faire peut-être des rencontres pour discuter de tous ces éléments-là. Ça serait vraiment riche. Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est pour ça un peu que nous, on était très intéressés. On a réalisé, on pourrait le faire nous-mêmes, essayer d'aller chercher des échantillons un peu partout dans l'environnement, mais je ne connais pas les environnements à travers la province du Québec. Qui les connaît? C'est les gens qui y vivent et je pense que c'était arrangé avec le gars des vues pour cette session. On a vu deux très beaux exemples dans les présentations précédentes où les gens non seulement connaissent leur environnement, mais ils sont attachés et ça peut aider à peut-être trouver des points dans l'environnement où il pourrait y avoir plus de problèmes et essayer de comparer ces environnements et aider à résoudre un problème grave.
Parfait, puis on va prendre un dernier commentaire de Rémi Quirion. Oui, juste pour continuer un peu là-dessus, là, on est très intéressés, nous, au Fonds de recherche du Québec, de plus en plus, là, tout ce qui est objectif de développement durable. Et bien sûr, quand on parle de développement durable, on pense environnement, mais dans les objectifs de développement durable, c'est beaucoup plus large. Touche la pauvreté, le genre, santé, etc., etc. Et ce qu'on dit très souvent, ce que je dis de plus en plus, là, pour atteindre les objectifs de développement durable, ça ne sera pas aux Nations unies, ça ne sera pas même à Ottawa, ça ne sera pas à Québec, ça va être sur le terrain. Et dans certains des projets que vous aviez, là, vraiment d'impliquer les citoyens, d'impliquer la ville, d'impliquer le village, très, très, très important. Enfin, je pense que ce qu'on a entendu depuis ce matin, il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Et par rapport au projet là, qui vient de présenter, je ne voudrais pas donner plus de travail à Luc Courchaine de la SAP, là, mais éventuellement, tous les projets qui ont été présentés, ça pourrait être fabuleux éventuellement d'utiliser la SAP comme lieu d'exposition. C'est un lieu fantastique et ça vraiment, ça nous fait présenter quelque chose d'une façon très, très différente. Là, et comme c'est mentionné, c'est un peu en réalité virtuelle. C'est vraiment impressionnant comme site.